Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast. Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous avons 2 personnes en featuring. Nous recevons l'homme que l'on nomme Frenchy. Frenchy, grand compositeur de reggae music. Vous allez comprendre de qui on parle. Et l'homme que l'on nomme Daddy Mori, Raga Sonic, Daddy Mori solo. Voilà, on a ces 2 personnes-là avec nous. Comment allez-vous les gars ? Tranquille. Ça va, on est là, mon frère. Merci pour l'invitation. Ça va. Ouais, Content merci. De vous recevoir. Vous êtes légendaire aussi. Alors, on va faire comme d'habitude. On va revenir sur votre parcours, vos carrières. Et ici, on commence par le commencement. Et le commencement, c'est le moment où vous rencontrez la musique. On va commencer par toi, Frenchy. Bah moi, j'ai commencé dans le reggae en fait dans les années 80. Mm-hmm. Donc c'était au lycée. J'avais un pote qui collectionnait des scuds de ska, etc. Et avec mon frère, on a commencé une collection de disques. Mm-hmm. On allait dans un magasin qui s'appelle Blue Moon, s'appelait Blue Moon. Ouais. Le fameux Blue Moon. Où ils étaient boulevard Saint-Germain à l'époque. Mm-hmm. Et c'est là où on a rencontré pas mal de gens. Pablo Master. Mm-hmm. Les Youthman Academy. Voilà, Youthman Unity, des Mikey Mossman, etc. On a rencontré aussi les frères Marteau qui étaient dans le son d'Earthquake, Pierre-Paul Jacques qui était avec eux aussi. Donc pas mal de monde. Fanny et Marie du label Blue Moon donc et du magasin de disques. Elles m'ont toujours poussé à faire des trucs, donc j'ai commencé à être DJ dans une émission de radio qui s'appelait A&I Music sur Radio Aligre. Ok. Donc je jouais des disques. Après ça, j'ai passé des scuds dans Tabal FM et puis après ça, ils m'ont pris comme sélecteur dans Earthquake avec il y avait plein de mecs qui étaient dans Earthquake, les Sai, EGM, Tonton David, etc. Ouais, il y avait une compilation que t'es sortie, je m'en rappelle. Et voilà, c'est la première compilation Earthquake. Si tu regardes ma seule contribution en fait à l'époque, c'était je leur avais donné le nom du label, c'était Maximum Record, qui plus tard, c'était mon label, il s'appelle Maximum Sound. Ok. Donc moi j'étais avec eux, mais je faisais pas vraiment de zik, j'étais un peu en derrière, j'étais jeune et tout. Ok. Donc maintenant, vers la fin des années 90, des années 80, je veux dire, en 1990, je suis parti à Londres parce que Fanny m'avait branché avec le label Fashion et donc je suis parti tout seul avec une valise. Mes parents m'ont dit si tu pars à Londres et t'es tout seul, démerde-toi. Donc je suis parti pendant 6 mois, puis après ça je suis jamais revenu en fait. Donc je travaillais à mi-temps dans le label Fashion. Je travaillais 2 jours par semaine et puis le reste, tu connais, je faisais des boulots de français à Londres, sur la plonge, tu vois, je travaillais dans une laverie, j'ai fait plein de trucs. La débrouille. J'ai fait ça pendant, je sais pas, 1 an et demi, tu vois, et puis après ça, littéralement, le studio, il a commencé à vraiment avancer, à être vachement busy. Donc, Fashion Records, je t'explique, et Class Studio, c'était le plus gros label de dancehall anglais, tu vois. Ok. Donc ils avaient ce que j'allais dire, c'est que pour l'Europe, t'es au cœur du reggae. Ah ouais, là tu pouvais pas être sur un truc plus la plus big, grosse communauté jamaïcaine, elle est en Angleterre. Exactement. Ok. Donc maintenant le boss de Dub Vendor, ce qui était le plus gros magasin de disques, c'était le copropriétaire du label aussi Fashion. Ok. C'est lui vraiment qui m'a... Les gens qui m'ont donné vraiment ma chance, c'est lui, le premier, qui m'a amené dans son studio. Et donc, j'étais ingénieur du son. C'est là où j'ai tout appris, à mixer, à enregistrer. Et là, j'ai travaillé avec
je sais pas, toutes les plus, je dirais, sans me la péter, hein, les plus grands noms du reggae, de Alton Ellis, Augustus Pablo, à Michael Rose, Frankie Paul, General Levy, Cutie Ranks, enfin, n'importe quel mec qui a enregistré. Tous dans ce studio-là. Tous, ils passaient dans le studio, ou pour faire des dubplates, ou bien pour enregistrer, quand ils étaient de passage à Londres. Donc, j'ai travaillé avec des centaines et des centaines de gars. C'était comme une usine, quoi, tu vois. Je travaillais 7 jours sur 7. T'avais des artistes qui venaient. Et moi, je suis à la base ingénieur du son, tu vois. Je suis pas musicien. Mais t'avais fait des études d'ingénieur du son? Jamais. J'ai tout appris sur le tas en studio. Sur le tas. Quand j'ai commencé chez eux, tu faisais les cafés, les trucs. Et puis après ça, ils te disaient, vas-y, Chris Lane et Gussie P m'ont appris à enregistrer. Après ça, à mixer, etc. Après ça, on avait un Atari S950 à sampler 2-3 trucs. Tu vois, à composer un peu de batterie sur MPC. Tu vois, c'est là où j'ai tout appris là, tu vois. Donc, avant ça, en France, tu vois, j'étais plus fan qu'autre chose, tu vois. Donc, mais c'est vraiment en Angleterre que j'ai tout appris. Donc, et j'ai travaillé à Fashion de 90 à 94, un truc comme ça, tu vois. Du coup, c'est eux qui t'ont appelé Frenchy. C'est Fluxy de Mafia et Fluxy. Mon nom, c'est Fabrice. Il pouvait pas prononcer mon nom. Il a dit, allez, je t'appelais Frenchy. Donc, et donc, tu vois, quand j'étais là, je veux dire, on travaillait avec Sly Robbie, Steely and Clevie, tu vois, les mecs, ils étaient là tout le temps, tu vois, s'ils étaient de passage. Il y avait beaucoup plus de passages à Londres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, les Jamaïcains voyageaient beaucoup plus. Surtout à Londres, il y avait un énorme business, tu vois. Donc, entre Londres et New York, c'était les deux plus gros marchés du reggae et du dancehall en Europe. Donc, moi, je te dis, j'étais au milieu de ça, et je me suis fait plein d'amis, de connexions, etc. Donc, et on enregistrait... tu vois, 24-24, quoi. Tu vois, H24, j'ai enregistré beaucoup de titres de General Levy. Tu vois, j'ai mixé beaucoup de premiers titres de Cutie Ranks, General Levy, Mitchell Lucci, Rich Girl, Lim by Lim, Cutie Ranks. Attends, là, tu vas trop vite. Rich Girl, c'est toi qui l'as enregistré? L'original, c'est moi pour le label Fashion, c'est moi qui ai enregistré les voix en tant qu'ingénieur. C'est incroyable. Lim by Lim c'est moi qui ai enregistré. C'est moi qui ai enregistré Lim by Lim. Il est assis. Mais j'étais humblement. Il allait dire ça rapidement. Mais ça, c'est des morceaux, on a dansé dessus comme des fous. La session, même avec Lim by Lim, c'était marrant parce que ils étaient en train de se foutre de la gueule, le Cutie Ranks. Moi, j'ai enregistré, Cutie était là. What the fuck they saying? What they saying? Je dis, non, c'est cool. Lim by Lim, we're gonna cut them down. Send Fidel, ça. Et les mecs, ils étaient morts de rire. Et j'étais au milieu, parce qu'ils sortaient des vannes continuellement, tu sais. Ça, c'est des trucs anglais, tu vois. Et, Champagne Body, General Levy. Moi, j'ai une question, excusez-moi. Plein de trucs. C'est une légende que ces mecs-là, ils enregistrent en une prise comme ça? Ou pas? Ça a pas pris longtemps, tu vois, mais il y a certains mecs, je sais pas, ça a pris 2 heures pour l'enregistrer, le mec. Tu vois, ça a pas pris longtemps. Maintenant, quand j'ai commencé, on travaille sur 16 pistes. On travaille 16 pistes analogiques. C'était même pas du 24 pistes. Donc moi, j'ai appris sur un 16 pistes Otari avec une Soundcraft 600 et tu vois des Noise Gate, etc. Tu vois, c'était analogue. Donc, quand j'ai enregistré Cutie Ranks, c'était analogue. Tu vois, je crois qu'on était passé à 24 ou je sais plus si on était passé à 24 encore. Bref, mais ouais, tous les trucs beaucoup de trucs de Cutie Ranks, enfin, j'ai enregistré tellement de trucs que je te dis franchement, ma mémoire, elle est... de toute façon... Tu vois, tous les premiers trucs de General Levy, le premier titre que j'ai mixé moi-même, c'était Champagne Body, General Levy. Mais ça, c'était pas mes prods, c'était les prods de Fashion, mais je travaillais, tu vois. Mais c'est toi qui mixais. Je mixais avec Gussie P et là, celui-là, j'ai mixé tout seul. Mais tous les autres, Lim by Lim, on les a mixés à 3, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'automation. Donc, t'avais 4 boutons sur la console Saphir. Tu groupais les pistes, t'appuyais tu cutais la basse, le truc. Tu vois, c'était en live. Fallait des humains, fallait des doigts. T'appuies sur le DAT. Et puis après ça, tu vois, t'es parti. Et c'est comme ça qu'on mixait, tu vois. C'est une performance, tu vois. C'est pas tu rentres tout dans le Pro Tools et tu vois, c'était littéralement physique. Très donc, tu vois, j'ai mixé plein de trucs
avec eux. Enfin, j'ai une multitude de trucs. Mais c'était comme une usine. Donc, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme Motown. Tous les jours, il y avait des mecs. Tu vois, des mecs différents qui venaient. Shabba Ranks, il venait. Il y avait ce mec qui était à Londres. T'as vu Shabba là-bas? Ouais, je les ai tous vus. Tu vois. Donc, ils sont tous passés, tu vois, dans le studio. Donc, ils faisaient des dubplates, John Holt, Al Pint, machin chose, ou bien on enregistrait d'autres trucs. Tu vois, mais c'était c'est une usine à gaz, tu vois. Donc, moi, avant de passer à Maury, là, à ce moment-là, dans ta tête, tu sais que tu vas pas quitter Londres. Bah ouais, c'est sûr, parce que là, c'est la musique, c'est ta vie, tu vois. J'étais payé 2 sous 3 bananes, tu vois. Je ne touchais rien, tu vois. Ouais. Mais ce que tu vivais, c'était ma passion, tu vois. Donc j'étais dans le truc, dans la passion du truc, tu vois. T'as tous ces mecs, tu travailles avec tous ces mecs, c'est un truc de ouf. Donc après ça, en 91, c'est mon premier voyage en Jamaïque. Donc je suis allé en Jamaïque. Là, on est passé dans un autre level. Là, on va revenir sur la Jamaïque après. Okay. J'ai besoin des débuts de Daddy Maury et après on revient sur la Jamaïque. Maury, toi, la musique, comment tu la rencontres? La musique, parce que moi j'ai un souvenir spécial, mais je vais voir si tu vas en parler. Yeah, man. Moi, la musique, honnêtement, elle a pris place dans ma vie, on va dire, le jour à partir, malheureusement, de la mort de mon père en 83. Ok. Avant ça, j'étais un petit enfant normal. T'as vu, je bougeais pas de chez moi, je jouais à la voiture, normal. À partir de la mort de mon père, j'ai commencé, déjà, je suis resté 1 an sans parler. Ah ouais? Ouais, je parlais pas, même à l'école, je parlais à personne. Même ma mère, elle était un peu angoissée par rapport à ça. Wow. Ça a été un choc émotionnel pour moi. Et 2 ans après, on va dire que j'ai commencé à vriller, à faire plein de conneries. T'as vu, ma mère, elle était un peu débordée, elle était seule, elle avait quand même 6 enfants à la maison à charge. Et donc, je me suis retrouvé en foyer. À partir de 12 ans. Donc, je me suis retrouvé en foyer à Joinville-le-Pont, dans un foyer, je me rappelle plus le nom du foyer. Bon, pour moi, c'était comme si on me mettait en prison, tu sais, parce qu'à l'époque, on nous parlait du foyer, on nous vendait le foyer comme si c'était un truc, c'était comme si c'était l'enfer, quoi. Ouais. Donc, en plus, moi, c'était les keufs qui me ramenaient là-bas, quoi. Ouais, c'était suite à une garde à vue, ma mère, elle n'a pas voulu. T'étais mineur à ce moment-là? J'étais mineur, ouais. J'ai fait une garde à vue, ma mère n'a pas voulu venir me chercher, les keufs, ils m'ont ramené directement au foyer. Donc, j'arrive accompagné des keufs au foyer à 12 piges. Mais le foyer où j'arrive, c'est un foyer cool, en fait. C'est un foyer d'accueil d'urgence, t'as vu? C'est mixte. Il y a des meufs, il y a des mecs. Et voilà, quoi. Donc, en fait, c'était cool. Et ce foyer-là, j'ai pas fait très longtemps, t'as vu? Je suis resté peut-être 6 mois dans ce foyer. Je me suis fait virer. Ok. Donc, c'était cool, mais tu t'es quand même fait virer. Je me suis fait virer parce que, ouais, j'étais trop dissipé. Et je faisais trop de conneries. Donc, après, ils ont décidé de me mettre dans un foyer que de garçons. Voilà, parce que je faisais trop de conneries avec les filles, t'as vu, j'étais un gars, j'étais trop fou dans ma tête. Donc ils m'ont mis dans un foyer à la Varennes-Chenevière, qui s'appelle le foyer Jacques Astruc, dans lequel il y avait que des mecs, t'as vu. Et c'est là où j'ai rencontré, j'étais là avec Bobo, Beau Prophète pour ceux qui connaissent. On était ensemble dans ce foyer-là. Donc c'était que des enfants avec des vies un peu difficiles, quoi. Soit les parents ils sont partis au bled, ils les ont laissés en France, soit peu importe des enfants de la DAS ou des enfants qui avaient un peu la même situation que moi. Donc dans ce foyer-là, tous les étés normalement je devais rentrer chez moi, mais il y avait des étés ma mère je pouvais pas rentrer chez moi, donc c'était soit je partais en vacances avec l'organisation du foyer en colonie, ou soit je partais dans de la famille à moi. Donc moi, à cette époque-là, j'avais un grand frère qui était déjà dans la musique, qui faisait du reggae, qui habitait en Angleterre, à Peckham. Donc je l'appelle, je lui fais, regarde, fais une lettre, comme quoi je peux venir chez toi, parce que moi, j'ai pas envie de partir en colonie avec le foyer. Donc il fait la lettre et tout. Et sa lettre, elle est acceptée. Donc le foyer me dit, ouais, bon, c'est cool, tu peux aller chez ton frère en Angleterre. Mais le foyer, il pense que mon frère, c'est un gars costard-cravate, t'as vu? Moi, quand j'arrive en Angleterre, mon frère, c'est un gros rasta, ça fait des gros chalices à la maison, ça écoute du reggae toute patate. Je sors du foyer, j'arrive là-bas, t'as vu, je découvre. Et c'est là que je découvre, en fait, le reggae dancehall. Parce que moi, j'étais un peu plus hip-hop. Là, on est en quelle année, là? 85. 85. Donc 85, je découvre vraiment le reggae dancehall, mais le reggae dancehall anglais. C'est-à-dire que mon frère me fait découvrir des artistes tels que Daddy Colonel, tous les artistes anglais de l'époque. Mais moi, j'étais vraiment fan de Daddy Colonel à l'époque. Et donc de là
là, t'as vu, je rentre au foyer avec plein de 45 tours. T'as vu, j'avais une platine dans ma chambre, donc j'écoute ça à toute patate, j'écoute ça. Et en parallèle, en France, il y avait une émission sur Nova qui était animée par Dynasty et Lionel D. Exactement. Lionel D, paix à son âme. Et il y avait une émission où vous avez invité Little Danny et Saxo, l'homme à la brosse à dents. Exactement. Cette cassette-là, je l'ai saignée. Je l'ai saignée aussi. Frère, c'était ma Bible. Je l'ai saignée aussi. Eux, ils m'ont fait comprendre que c'était faisable en français. Les policemen, je n'aimais pas les policemen. Je l'ai chanté, frère. Je vais te dire, hein, les seules personnes, on en reviendra après, que je peux dire que j'ai chanté les lyrics, c'est Little Danny et Sai Sai. Les seuls. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Ok. Voilà. Donc on en reviendra. Voilà. Donc ouais, moi j'écoute l'émission de Nova, Little Danny, les policemen, je n'aime pas les policemen, les policemen, je n'aime pas. Je fais waouh, c'est qui déjà? Je pensais que c'était un Renoir le mec. Ouais. Je pensais que c'était un Renoir et tout. J'écoute le truc, je fais waouh, c'est bad. J'écoute, j'apprends ces lyrics par cœur. Genre, on avait un local à Orly, j'habitais à Orly à l'époque. On avait un local, une cave qu'on avait aménagée. Et je chantais les lyrics de Little Danny. Et les mecs, ils faisaient « Ah, Maury, tu chantes même mieux que Little Danny. Hein. » Je fais « Ouais, sérieux ?» Je fais « Ouais, tu le fais mieux que lui. » Et t'as vu, je prenais le truc un peu à la légère à l'époque, t'as vu. Et j'ai continué à faire mes trucs. Et à un moment donné, il y avait un truc à Ivry-sur-Seine, qui s'appelait Art Masque. Ok. C'était une organisation qui cherchait des nouveaux talents urbains. Ok. Tu vois, donc tous les petits mineurs qui toastaient ou qui rappaient, il y avait plus de rappeurs, ils allaient là-bas, passer des auditions. Et toi, à ce moment-là, t'es à Orly, donc c'est à côté. Moi, à l'époque, j'habitais à Orly, mais pas loin, ma mère habitait Ivry, donc... En plus, voilà. Donc t'as vu, c'est le secteur. Donc j'arrive là-bas, mais j'ai pas de lyrics. Ok. Je veux passer une audition, j'ai pas de lyrics. Donc il y avait un lyrics de Sai Sai que je connaissais par cœur. T'as vu? Je fais, ouais, je vais chanter les lyrics de Sai Sai. Donc je passe mon audition. Je l'ai même raconté au Sai Sai. Je passe mon audition et tout. Et je chante les lyrics de Sai Sai et tout. J'attrape mon forward, mais à un moment donné, il y a un mec de l'organisation, il vient me voir, fait, mais t'as chanté la chanson des Sai Sai, là? Oh là. Oh, je voulais disparaître sur place. Je voulais disparaître. La plus grosse honte de ma vie, je l'ai eu ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ouais, non, faut que j'écrive mes propres lyrics. Parce que je peux pas aller chanter les lyrics des autres comme ça, c'est pas possible. Donc à partir de là, j'ai écrit mes propres lyrics, mes propres trucs. Et j'ai commencé au départ à aller chanter dans le local des Saules, à mes potes. Et tous les week-ends, on allait en sound system. Il y avait un sound system qu'on aimait beaucoup, qui s'appelait le Sunjata Sound System. C'était le son dans lequel il y avait Trollo, Big Daddy, Colonel Maxwell, Rico Magen. Donc on était vraiment friands de ce son-là, tu vois. Et un jour, on y va. Donc je débarque là-bas on débarque au moins à 20, parce que moi quand je débarquais dans les sons de système, là, je débarquais avec tous mes potes d'Orly. Ok. Dont un qui s'appelle Wahib, à qui je lance un gros big up, qui lui c'était un groove, fallait le tenir et tout, il dépouillait tout le monde, c'était un rôle. Et donc je débarque avec tous mes potes d'Orly. Et à un moment donné, il commence à toaster quoi, les gars du Sunjata commencent à toaster. Et j'ai mes potes, ils me poussent, ils me font, Maury, va toaster, Maury, vas-y. Et moi, t'as vu, moi, je suis timide de nature. Je leur dis, vas-y, laissez-moi tranquille, les gars. Et les gars, ils me poussent, ils commencent à me pousser vers le truc. Et à un moment donné, j'ai Wahib, mon pote, il monte sur scène pendant que Trollo, il chante. Il prend le micro, il fait, vas-y, donne le micro à mon pote, il chante bien, lui. Il était un peu vexe, t'as vu, mais il pouvait rien faire parce que t'as vu, on était au moins une vingtaine. On était des gremlins, tous les mecs d'Orly dans la salle, tu pouvais rien faire. Donc ils m'ont donné le micro et là, j'ai tout niqué ce soir-là. Le plus avec gros. Tes lyrics. Bah, exactement le même lyrics que je chante dans Raga Jam. Come for me, 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 come for me. Mais faut remettre le truc dans le contexte. À l'époque, j'ai 16 ans. Ok, ouais, donc c'est une dinguerie de voir tu vois un petit gars de petit 16 ans et je faisais plus jeune que mon âge. Ok. Je faisais 16 ans, mais t'avais l'impression que j'avais 13 ans. Ok. Et j'arrive et je te fais come for me, come for me, come for me, come for me. Gros forward dans la salle, tout le monde est croque, sauf un. Tu connais. De toute façon, il le dit, lui-même il le dit. Il était un peu vexe, jaloux, parce qu'il voulait être le seul à faire du fast style et il voit un petit jeune plus frais que lui qui arrive, qui fait du fast style comme lui, quoi. Tu vois, donc il était un peu vexe. En retrait, et Big Daddy et Colonel Maxwell sont venus me voir et m'ont fait, c'est quoi ton nom? Je fais, ouais, c'est Maury.
J'avais pas encore de nom d'artiste. Ok. Il faut bon, Maurice, c'est ton vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Je m'appelle Maurice Samaké. Voilà. C'est le nom de mon grand-père. Ok. Et ils me font, on répète dans la semaine à métro La Chapelle. Viens, on répète. Je leur dis, ouais, ok. Donc je retourne à Orly, j'étais comme un ouf à Orly. Je fais, les gars de Sanjata, ils m'ont dit de venir en répète. Pour moi, c'était comme si j'avais réussi dans la vie. Bien sûr. À cette époque-là, t'as vu, c'était un truc de ouf. Et donc je vais en répète. Ça se passe super bien. Trollo, il reste dans son coin en retrait parce que, t'as vu. Donc, Trollo, c'est Big Ray. Voilà. Que ce soit clair. Voilà. Il voulait pas trop, il voulait avoir le monopole du fast style. Mm-hmm. Mais frère, tu peux pas avoir le monopole du fast style. Parce que le fast style, c'est pas lui qui l'a inventé. Mm-hmm. Tu vois, lui-même dit qu'il s'est inspiré de Jamalski. Mm-hmm. Qui fait le fast style de Jamalski. Mm-hmm. Donc, moi, je fais le fast style plus de Daddy Freddy. Ou de Papa San. Ou de Lieutenant Stitchy. Moi, c'est plus eux, mes références de fast style. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec lui. Et pour ceux qui connaissent le fast style, nos roulements ne sont archi pas pareils. C'est pas les mêmes, c'est vrai. On n'a archi pas les mêmes techniques de fast style. Ah ouais, c'est vrai. Donc j'arrive en répète, et puis ça se passe super bien. Et puis de là, Big Daddy me fait, bon, Maurice, le week-end prochain, on fait un son, je mets ton nom à l'affiche. C'est quoi ton nom d'artiste? Je fais, moi, t'as vu, je kiffais Daddy Freddy, je kiffais les Daddy Colonel, je fais, vas-y, mets Daddy Mori. Ok, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, ils ont mis Daddy Mori, et puis le jour où ils ont sorti le tract, je suis rentré au quartier avec le tract, je le montrais à qui voulait le voir. Je faisais, hey, regarde, c'est mon nom, là. Et je passe, là, dans le son de système, je suis Jay. Mais c'était ton son de système préféré? C'était mon de base. Voilà, donc tu te retrouves à l'affiche de ce son. Ouais. J'allais pas à High Fight. Je kiffais High Fight, je kiffais Naughty, je kiffais, mais mon son favori, c'était le Sanjata son système. Ok. Tu vois, donc pour moi, c'était vraiment, voilà, on pouvait pas espérer mieux. Donc là, c'est ton premier sound avec ton nom sur le flyer. Daddy Mori. Tu te rappelles comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Ok. Ouais, Forward de chez Forward. À l'époque, t'as vu, j'étais un peu, comme je te dis, j'avais 16 piges, mais je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. T'avais l'impression que j'avais 13 ans. Donc, la facilité quand t'es jeune, c'est que les gens, peu importe ce que tu dis, même si tu fais de la merde, t'attrapes un Forward. Ouais. Et là, je faisais pas de la merde, je faisais des trucs bien et que des lyrics conscientes en plus. Ok. Que des lyrics, soit sur l'Afrique, soit sur le système, des lyrics, tu vois. Donc, les gens voyaient un petit gamin comme ça qui raconte pas de conneries, quoi. Tu vois? Moi, il y a une période, et je me pose jusqu'à maintenant la question si c'était toi, si t'étais dedans ou pas. Moi, je suis Sarcelles, je suis de banlieue nord, et banlieue nord et banlieue sud, à l'époque, les transports en commun, c'était pas comme aujourd'hui. C'est difficile. C'est pas relié. C'est-à-dire, c'est difficile. Un mec de banlieue nord, il traînait pas en banlieue sud. Bien sûr. Et le contraire non plus, parce que c'était compliqué d'y accéder. Mais pour l'amour de la musique, pour l'amour du rap, moi, de mon côté, ça m'arrivait de traverser et de me retrouver, je sais plus si c'était à Vitry ou à Orly. Il y avait un espèce de festival, un truc en plein air, une grande pelouse. Ils avaient aménagé le truc et il y avait un groupe de rap qui était passé qui s'appelait Drop de Lyrics. Ouais, mais j'étais dans Drop de Lyrics. C'était dedans. C'est mon premier groupe avant Ragasonic. Avant de connaître Big Red. Ok. Déjà, Big Up Kafir et Big Up Fredo. Je me rappelle qu'il y avait Kafir. Fredo aussi était dedans. Fredo, c'était un de la groupe, brigade. on était 3. Ok. Kafir, Fredo, ils faisaient du rap et moi je faisais du raga dans le groupe. Ok. Moi, et je me rappelle, ça m'avait choqué. On faisait un peu la formule de BDP avec Jamalski à l'époque, tu vois. Ok. Et ça m'avait choqué parce que vous dansiez en même temps. Ouais, c'était à la base. J'étais là, je me disais, c'est des Américains. À la base, on dansait. Moi, c'est la danse qui m'a attiré, la danse hip-hop. Après, j'ai vu que j'étais plus proche du dernier que du premier. Allez, c'est ça. C'est pas pour moi la danse. J'ai vu, c'est pas pour moi. Okay. Donc. Mais t'étais donc bien dans Drop de Lyrics. Bien sûr. Ok, je suis pas fou. Bien sûr, on n'a pas fait longtemps, on a fait 1 an. Ouais. On n'a pas sorti de projet ni rien, mais on a fait des scènes, on a fait 2-3 trucs. Ouais. Yeah, man. Big up Kafir, big up Fredo. On les salue, bien sûr. Yeah, et donc, à ce moment-là, quand tu fais ton premier sound, ça se passe bien. Tu cherches à aller poser dans d'autres sounds que Sanjata? Au départ, t'as vu, on fait pas mal de sons. Sanjata, ça jouait tous les week-ends. Des fois, on faisait 3-4 sons par week-end. T'as vu? Ah ouais. Ouais, ça jouait à toute patate. On jouait en province, on jouait un peu partout. Et plus on faisait des répètes, plus là, j'ai commencé à me rapprocher de Big Red. On a commencé à se rapprocher tous les deux. T'as vu? Voilà. Il a eu un peu moins de haine, moins de trucs. Et puis, on s'est rapprochés. On a commencé à écrire ensemble. Des fois, j'allais avec lui. Moi, à l'époque, j'étais encore au foyer. T'as vu? Ok.
j'étais encore au foyer. Et, donc des fois, on allait chez sa mère vers la Défense et on écrivait. C'est là on a commencé à écrire nos premiers lyrics. Nos premiers lyrics ensemble. Ok. Voilà. Moi, il y a une période encore avant Ragasonic où je t'ai entendu avec Assassin sur Radio Nova, une émission, t'étais avec Assassin. Bien sûr, ça c'était, on va dire. D'ailleurs, des photos qui sont ressorties. À cette époque, à cette époque, je commençais à écrire avec Big Red, mais on n'était pas encore vraiment un groupe dans le sens que Big Red, lui, il bougeait souvent à cette époque, jouait en Afrique. Ok. Voilà, il bougeait, il avait des plans en Afrique, donc il bougeait en Afrique, donc des fois je pouvais rester 6 mois, 3-4 mois sans le voir. Okay. Donc moi, quand je restais à Paris, 3-4 mois, je faisais mes trucs. Bien sûr. Je faisais mes trucs, je faisais mes connexions, donc effectivement, à un moment donné, j'ai fait peut-être 1 an avec Assassin. On a fait pas mal de dates. Ok. On a fait pas mal de dates. On n'a pas eu le temps d'enregistrer de titres. Ouais. Quoi au caisse, mais ouais. Ah, moi, j'avais sur une cassette un freestyle sur Radio Nova. Mais en fait, le truc, c'était chaud. Le truc, c'est qu'à un moment donné, dans mon adolescence, vers 16 ans, 17 ans, ou 15-16 ans, j'étais un petit peu en galère. Mm-hmm. J'étais sans domicile fixe et DJ Clyde, il m'a hébergé. Ok. Donc, je tiens vraiment à lui lancer un gros big up. Mm-hmm. Parce qu'il m'a hébergé longtemps en plus. T'as vu, voilà quoi, big up Clyde. Ok. Yeah, man. Très bien. Là, on va passer à ta partie Frenchy, la Jamaïque. Oui. La première fois que tu vas en Jamaïque, tu dis c'est en 1991, c'est ça? Ouais, 91, ouais. Mm-hmm. Ouais, donc la première fois que j'y vais, c'était... Pourquoi, comment en fait, c'est mon boss de l'époque, il me dit, vas-y, on va en Jamaïque au mois d'avril. J'avais toujours 19 ans. Uh-huh. Il me dit, viens avec nous et tout, je te paye un billet, tu vois, pour venir. Donc, on y va, tu vois, on reste dans un hôtel un peu ripou, tu vois, mais j'avais pas de thunes à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, on avait pas trop de thunes. Donc, c'était avant que je commence mon label et mes trucs. Donc, et là, c'est comme il y a beaucoup de mecs avec qui je bossais, tu vois, en Angleterre, qui étaient là-bas, ils m'ont vu et tout. Donc, j'ai mis les liens, tu vois, des mecs comme Sly Dunbar, Sly Robbie, j'étais très proche, tu vois, avec Sly, je suis toujours très proche avec lui, tu vois, je l'ai souvent au téléphone. Si tu peux expliquer qui sont Sly et Robbie. Sly et Robbie, c'est les deux des plus grands musiciens de reggae, tu vois, voilà. au monde, mais à l'époque. Ultra respecté. Voilà, et Robbie est mort maintenant, perd son âme, et Gitsy aussi. À l'époque, maintenant, Robbie, il était plus à Miami, il a eu un petit truc, et Sly, il travaille beaucoup avec Gitsy dans un studio qui s'appelait Sonic Sound. Okay. Sonic Sound, c'était notre base en Jamaïque. Ils pressaient des 45 tours c'était des distributeurs de 45 tours. Ils pressaient des 45 tours pour beaucoup de producteurs. Donc, et Sly, il avait un petit studio qui s'appelait Megabyte en haut. C'est là où il a fait Murder She Wrote. Ok. Tu vois. Moi, j'étais là quand il a fait l'album Various Artists, tu vois, et il me le rappelle toujours. Il me dit, mais t'étais là quand on a fait les trucs et tout. Et il travaillait sur un album solo de Michael Rose aussi. Il avait fait un titre One Awi, Two Awi. Je me souviens, je suis rentré dans le studio et il mettait des samples. Je disais, non, joue ce sample et tout. Il me dit, ah ouais, tu crois, Puis, tu vois, il mettait plein de trucs. Donc, les mecs, ils me respectaient par rapport au travail que moi je faisais, et puis j'étais comme leur petit frère, tu vois. Donc ça avait une dynamique comme ça, et il y avait un mec qui joue de la guitare avec lui qui s'appelait Gitsy. C'est lui qui joue la guitare sur Murder She Wrote, tong, parce qu'il n'y a pas de basse sur Murder She Wrote. Il y a que des kicks, et il y a la guitare. Et Robbie, il joue pas dessus, tu vois. C'est vraiment Gitsy et Sly. Tu sais que tu viens de me faire remarquer quelque chose. Il y a pas de basse sur Murder. C'est pas une basse, c'est une guitare, ça. C'est une guitare, ouais. C'est une guitare, c'est Gitsy qui joue de la guitare, et Sly, il a incroyable. Des kicks. Et Murder She Wrote, ça s'est fait dans un studio. Le studio, il est plus petit que cette pièce. C'est un tout petit studio. Ils ont fait un classique pour le monde. Ah ouais, il avait un Akai 8 pistes. C'était même pas une table de mixage. C'était un truc. Il y a même pas d'équalisation. Et il a mixé sur le Akai 8 pistes. C'est là où il mixait tous les trucs dans Megabyte, à Megabyte, avec deux speakers Tannoy. Franchement, ça sonne. Et avec, je sais pas comment ils ont fait. Et avec son MPC 60 à l'époque, qu'il a midifié avec la console. Et ils avaient une cassette 8 pistes. Qui fait ce rythme? C'est Sly Dunbar et Gitsy. Il y a que 2 mecs qui jouent sur Murder She Wrote, tu vois. Donc ils ont fait ça à Megabyte, et
Donc voilà, et nous on était là tous les jours, tu vois. Donc tous les jours, tu vois, il y a plein de mecs. C'était Sonic Sound, c'est la mec, tu vois. T'as Gregor Isaac qui est en bas, qui vient chercher ses thunes. T'as Bunny Weller qui vient tous les jours avec sa caisse, avec il y a des autocollants partout. Donc moi, tu vois, à cette époque-là, en 91, c'est, je te remets dans l'histoire, c'est, tu vas dans n'importe quel studio, tu vas à King Jammy's, tu vas à Penthouse, etc. Partout où tu rentres, les mecs ils enregistrent un hit. Tu vois, tu vas à Penthouse, il y a Buju. Buju, il était même pas, il était en culotte courte, il était même pas en 91, tu vois, dans le truc. Mais 91, 92, 93, tu vois, j'y allais après. Une fois que j'y suis allé, genre, j'allais en Jamaïque 2 ou 3 fois par an, tu vois. Donc, je traînais dans tous les studios, dans les trucs, etc. Donc, on voyait les mecs, tu rentres dans un studio, t'as un mec qui enregistre un hit. Dans l'autre, c'est, enfin, des sessions, tu vois, j'en ai vu plein, tu vois, Mixing Lab, etc. Donc, bref. Ça, c'est mes voyages en Jamaïque. Maintenant, moi, j'ai commencé mon label en 93. Donc, en 93, je voulais commencer parce que j'étais ingénieur du son. C'était la suite logique d'ingénieur du son, parce que tous les mecs les King Jammy's, les Bobby Digital, c'est des ingés du son qui sont devenus producteurs. Donc, producteur de reggae, nous, on travaille beaucoup avec des musiciens de session. Donc, t'as des musiciens qui viennent. Sly Robbie, à la base, c'est musiciens de session. C'est les gens, tu les payes, ils viennent, ils jouent ce que tu leur demandes de jouer. Ce que tu leur demandes de jouer. Tu dis, tu joues comme ça, ce tempo, avec ce son, etc. Maintenant, moi, je sais programmer aussi. Donc, j'ai un tout petit, j'ai un knowledge un peu plus élevé qu'un ingénieur du son basique, mais je suis pas musicien à la base. Je sais faire 2 accords et une ligne de basse, quoi. Mais t'as des idées, t'entends des mélodies. J'ai que des idées. Voilà. Donc, tu les proposes. Maintenant, donc moi, je suis passé d'ingénieur du son à producteur en 93. En 93, en fait, j'avais pas beaucoup de thunes, j'avais 300 balles. Et mon boss de l'époque, Attends. Ouais. 300? J'avais 300... Et c'est des francs à cette époque-là, en plus. Ouais, c'était des livres. J'avais 300 livres. Ah, ok. Tu vois, j'avais 300 livres. J'ai commencé mon label avec 300 livres. Parce que j'avais pas de thunes, tu vois. Donc, j'ai demandé à un pote de me dessiner un label. Mafia et Fluxy m'ont fait 2 redeems gratos. Parce que Mafia et Fluxy, c'était en fait les musiciens de notre studio. Ils étaient là tous les jours. Donc, je les enregistrais tous les jours. Donc, c'était comme mes grands frères, tu vois. Donc, tu vois. T'ont filé un coup de main. Voilà. Je leur ai dit, faites-moi ce redeem, on va le faire comme ça, comme ci. Et c'était toujours en 16 pistes. Donc, ils m'ont fait 2 redeems. Après ça, c'est moi qui mixais les trucs moi-même, bien sûr. Maintenant, John, il m'a avancé la thune pour enregistrer les artistes. J'ai fait une série avec Bunny General, un mec qui s'appelle Poison Chang, qui est le père de Stylo-G. Je sais pas si vous connaissez Stylo-G ici. Ok. Donc, eux, ils m'ont donné des titres, tu vois, pas cher, mais comme j'avais pas beaucoup d'argent, mon boss, il m'a avancé l'argent du pressage parce qu'il pressait mes disques. Il m'a dit, tiens, je te donne 500 balles et tu peux payer les mecs et tu me rembourseras quand les disques seront pressés. Donc, maintenant, ça a mis beaucoup de temps pour que mon label, je sortais des séries. Tu vois, tu connais les séries des mecs sur le même redeem. Bien sûr. Tu vois, j'en sortais une par an. J'ai fait ça pendant 5 ans parce que c'est difficile de vivre avec ça au début, tu vois. Donc, tu sais, c'est une brique par brique, tu vois. J'ai jamais eu d'injection de thunes, de trucs. Voilà, juste rien. pour qu'on se rende compte. Tu me dis, tu faisais une série par an. Ouais. La normale, c'est combien de séries par an? Généralement, les Bobby Digital, les Penthouse, les mecs, ils sortaient 5 séries par mois, tu vois. Moi, par mois? Ouais, par mois. Les mecs, c'était des usines, tu vois. Ils en sortaient plein. T'allais au magasin de disques, t'avais des disques, boum, 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 toutes les semaines. Tu vois, t'avais des hits, t'avais les mecs qui sortaient des trucs avec Sizzla, avec Luciano, machin chose, etc. Moi, j'avais pas de thunes pour faire ça, tu vois. Donc, j'ai commencé petit, tu vois. Donc, ça, c'est pour mon label. Après ça, tu vois, ça, une fois que t'as 1 ou 2 hits, tu vois, toute ta thune, tu la remets dans ton business, tu vois. Mais ça m'a pris longtemps pour que j'en vive, tu vois, réellement. Maintenant, fast forward à Raga Sonic, tiens, parce que dans le livre alors, Raga Sonic, moi, comme side hustle, ce que je faisais, comme j'allais souvent en Jamaïque, j'achetais des 45 tours des distributeurs, tu vois, de labels Bobby Digital, etc. Et je les ramenais en France et je les vendais au magasin Blue Moon. Donc, un jour, genre fin 94, début 95, Fanny, qui est ma marraine dans le business, tu vois, c'est la propriétaire du magasin Blue Moon, elle me dit, tu devrais rencontrer un mec qui s'appelle Sébastien Farran. Il vient là, alors Sébastien, il est là, il dit, tiens, c'est Frenchy, vous devriez bosser ensemble et tout.
Donc, cool, on va boire un café. Et il me dit, écoute, moi, je travaille avec un groupe, j'ai signé un groupe qui s'appelle Raga Sonic. Mais je vais pas te mentir, ça fait 2 ans que je suis dessus, on galère. J'ai claqué toute ma thune avec des Suédois, tu vois, tout le budget. Et en fait, le budget, c'est un album bizarre, l'album de Raga Sonic, comment il s'est fait? Il s'est fait avec la thune de Virgin et la thune d'EMI. DMI Publishing, ce qui était rare qu'un publisher mette de la thune sur un disque. Tu vois, et c'est lui, comme il bossait à EMI Publishing, qui croyait au truc, il a réussi à avoir un budget. Ils avaient tellement claqué de thunes, il me dit, est-ce que tu peux me faire 2-3 titres et tout? Je lui dis, écoute, moi j'ai 3 redeems, si tu veux, on commence et tout, je te les envoie. Et on avait la même vision de faire poser des Français parce que j'avais, au studio, mon pote avait travaillé sur l'album de Daddy Yod, qui était signé chez Sony. J'avais travaillé sur des trucs en tant que Raga Dub Force, ils étaient venus. Il y avait des Français qui passaient au studio, tu vois, parce que le studio, il y avait beaucoup de monde, tu vois, des gens qui venaient de... Quel studio? À Londres? À Eclas, mon studio à Londres. À Londres. Donc, tu vois, je connaissais un peu la scène française, mais je t'avoue, quand je l'ai rencontré, j'avais jamais entendu parler de Raga Sonic. Je savais pas qui c'était. Le premier que j'ai rencontré, c'est Maury. Je l'ai rencontré à l'école militaire parce qu'il habitait dans l'appartement de Seb. Donc, il m'a regardé, et puis on s'est regardé 2 minutes, et puis après ça, je me suis barré. L'autre, tu vois, comme Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, Maury, il était tranquille, tu vois, mais il y avait rien de, tu vois, je les connaissais pas. Rien à dire, quoi. Voilà, je les connaissais pas. Tu vois, l'autre, je l'ai rencontré bien après, dans les premières séances de studio. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai dit à Seb, ça serait bien de mettre des Français, tu vois, et lui, il avait la même vision que moi sur des gros redeems. Sur des redeems qui ont été des redeems de son de système, qui ont été prouvés, reprouvés, tu vois, pour leur donner une légitimité, d'une certaine légitimité. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai 3 redeems. J'avais le redeem du Stalag de Gizzy Kamulam. Je l'avais fait pour des Anglais. Un groupe de rap anglais, mais ils s'étaient pris la tête, donc ça s'était jamais fait. C'était qui ce groupe? C'était On le connaît pas? Un connu qui s'appelait Real Authentic Sound. Ils sont plantés avant même ils sont pris la tête avant même que ça marche. J'avais fait le redeem de J'entends parler du sida. Le Waiting in Vain. Et j'avais le redeem de Poussière d'Ange. C'était simplement un beat que j'avais fait avec Sly à Penthouse et j'avais mis une basse. Il y avait rien dessus. Donc, le redeem de maintenant déguisé comme une lame, je l'avais peaufiné hip-hop. Moi, mon idée de tout le truc de Raga Sonic, c'est de leur donner une touche hip-hop. De tous les beats, leur donner une touche hip-hop. Donc, de faire le pont entre le hip-hop et le reggae, tu vois. C'était mon idée visuelle. Et c'était à la mode dans le début des années 90. Bien sûr. C'était à la mode dans le début des années 90, mais les gros redeems, tu vois, que moi je faisais, il y a personne qui les avait fait en mode hip-hop. Tu vois, vraiment. Le Stalag, il y a des mecs qui avaient fait Fouch Niken, machin chose, mais moi, quand j'avais fait en fait le Exé comme une lame, je l'ai fait à Fashion. Bon, c'était avant que c'était au moins 1 an avant que je les connaisse. J'ai dit à Seb, bah tiens, Seb, il m'avait dit, ouais, t'as pas un truc de Stalag? Je dis, bah, j'ai un cut du Stalag. Et j'avais mis 2 loops de hip-hop sous le truc, tu vois, que Mafia et Fluxy, ils avaient joué la base. Je leur avais dit, on le fait à, je sais plus le tempo, ça avait 87 ou un truc comme ça, 88. Et il avait programmé sur MPC. Et moi, j'avais rajouté OS 950 2 loops de hip-hop. J'avais mis un kick de 808, tu vois. Et j'avais mis c'est mon pote Chris Lane, qui est un de mes boss, qui avait je lui ai demandé de jouer de la guitare dessus. Et la basse, c'est une basse c'est un CS01. C'est la basse que j'utilisais. C'est mon CS01 Yamaha. Tu vois. Et j'ai demandé à Mafia de le jouer avec des octaves low, etc. Donc j'avais tout le truc arrangé déjà, tu vois. C'est DJ Clyde. Après ça, il a fait des scratchs sur le truc final. Mais le beat, il était fait, quoi. Tu vois, il était fait, arrangé, j'avais samplé tous les cuivres. Et comme, en fait, la bande originale du Stalag, c'était un mec qui s'appelle Winston Riley, qui avait produit, c'était notre pote. Il nous avait laissé la bande, et c'était à l'époque, il avait donné un cut de son redeem à plusieurs producteurs, Bobby Digital, je crois, il avait enregistré une série dessus et tout. Nous, il nous l'avait laissé au studio. Moi, Winston, c'est mon super pote, je lui ai dit, est-ce que je peux le prendre et le sampler, le truc? Il me dit, vas-y. Donc, j'ai samplé les cuivres, j'ai samplé la guitare, le chang-ang, tu vois, et je les ai remis sur le truc. Mafia, ils ont joué sur les samples qu'on avait fait. J'avais un Atari, j'utilisais Cubase. Tu vois, donc j'ai fait tout le beat fait, tu vois, fini, etc. Donc je vais présenter à Seb, il va dire, c'est bad, tu vois, direct. Donc Waiting in Vain, c'est pareil, j'ai fait une loop de Bob Marley.
Ce qui était chaud au début, parce que les mecs, ils m'ont dit, mais t'es un ouf, tu vas jamais pouvoir clairer ça. Et c'était avant même de les connaître. Ils m'ont dit, mais putain, mais tu vas louper le truc. J'ai dit, ouais, t'inquiète. On va le louper. Là, je l'ai fait plus one job, parce que c'était dur de le faire en hip-hop. Ça sonnait pas, ça sonnait pas bien, tu vois. Et donc, j'avais ces 2 titres, plus pour Poussière d'Ange. Je les ai donnés à Seb. Je crois qu'on est allé en studio avec eux. Pour être honnête avec toi, je me souviens pas si il leur avait donné une cassette de ces 3 titres d'abord, de ces 3 beats. Et ils avaient écouté, tu vois, ils avaient dit, ah ouais, bad. Et après ça, moi, j'ai dit à Seb, moi, je pars en Jamaïque. Au mois d'avril, j'ai mon billet et tout. Si tu veux, viens avec moi. Et je te fais d'autres redeems pour eux, tu vois. Et il est parti avec moi. Bon, moi, tu vois, j'avais des sessions et tout avec le mec. Et j'ai fait les 50 titres, tu vois, en Jamaïque avec Seb. Et on est allé à Mixing Lab. Et quand j'ai fait une session avec Sly, je crois même pas que c'est Robbie. Robbie, il a été crédité sur le premier album, mais il n'y a pas Robbie qui joue. Robbie était à Miami. C'est un mec qui s'appelle Glenn Brownie, je crois, qui joue de la basse. Et mais comme Sly, il aime toujours Sly Robbie, machin chose. Tu vois, bref. Je les ai appelés, j'ai dit, on va faire une session à Mixing Lab. C'est moi qui ai pour la session et tout. Je me souviens plus, à vrai dire, si Seb, il m'a remboursé après, etc. Mais bon, ça, c'est des détails, je te dirais ça. Après, la thune avec Ragasonic, c'est comique. Moi, c'est là que je voulais en venir, c'est que tu dis qu'ils ont claqué énormément d'argent. Ils avaient claqué tout leur budget sur leur budget. Il n'y a plus de budget, mais quand même, vous arrivez à travailler, même aller en Jamaïque. Je t'explique. Moi, c'est moi qui ai payé mon billet pour aller en Jamaïque. Seb, il a payé son billet, il est venu. Moi, en Jamaïque, on est resté dans un hôtel pourri chez Mr. Mansion. T'étais venu. Ouais. Mais il faut que tu comprennes, en fait, parce qu'il va pas comprendre sinon. On est parti 2 fois en Suède, 2 fois 10 jours. Une fois en été, une fois en hiver, pour travailler avec des gars là-bas qui s'appellent Breaking Bread, des producteurs là-bas. Donc, on avait déjà fait l'album en entier. Il y avait 12-13 titres, mais l'album était claqué. J'ai la démo de l'album, je le sors. C'était pas les mêmes textes? C'était un petit peu, mais c'était claqué. C'était claqué. Et Frenchy, il y avait beaucoup de mêmes textes. Frenchy, il avait moyen de vous faire du chantage. En fait, on est rentré. Moi, je les ai, les démos, tu pleures. On est rentré, on était archi pas satisfait. Personne n'était satisfait. Moi, j'allais retourner en Angleterre. Là, le premier album, il a failli ne pas sortir. Ah ouais. Donc, moi, j'étais bon. J'étais bon. Non, les démos, j'avoue que c'était pas. C'est Frenchy qui nous a sauvés. C'était pas maintenant, je te dis honnêtement, moi comme j'étais dans une mode, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme je suis au milieu du studio, je connais tous les mecs, les musiciens, c'est facile quoi. Tu vois, c'est pas mode on va galérer. Seb, il était allé en Jamaïque pour faire des titres avec Naughty avant, tu vois, quand il est venu en Jamaïque avec moi, il est arrivé à Mixing Lab, j'ai dit à Sly, OK Sly, 808 kick, ce kick, bim, tu mets ce truc et tout, il m'a regardé comme ça l'autre. Il a dit, putain, c'est comme ça que tu leur parles, mec? Je dis, bah oui, c'est mes potes. J'étais un ouf. Je dis à Gitsi, tu vas jouer le truc cheng cheng, tu le joues pas cheng, tu go tchiki, tchiki. Et je lui dis à Sly, je lui dis par exemple Bleu Blanc, je lui dis hip hop, straight. Il dit, you sure? Hip hop. Boum, bam. Après ça, Bleu Blanc Rouge, j'ai rajouté la loupe, les 2 loupes de hip hop sur Bleu Blanc Rouge quand je suis rentré en France. J'ai mis des overdubs avec Bubblers, qui jouait jamais avec Sly. Mais moi, tu vois, mon mix de musiciens, quand je travaille, c'est mix différent. C'est ça qui crée mon son. À moi, mon label, j'ai une identité. Si t'écoutes tous les trucs de Ragasonic, il y a personne qui peut te dire, ah, mais c'est Sly qui a joué dessus, c'est Si qui a joué dessus. C'est impossible. Les mecs, ils vont dire, c'est du Frenchy. Parce que j'avais un son particulier. Et le son du studio, il était particulier parce que c'était le son de Éclasse. On avait un PCM 60 qui donnait le son de la reverb avec la console Soundcraft et on avait des grosses baffles Tannoy. Tu vois, ça donnait un son particulier. Tu vois, n'importe qui peut dire le son Fashion Éclasse, c'est un son particulier. Tu vois. Donc c'est ça qui a donné la couleur de l'album, vraiment, parce qu'on s'était pas mixé sur SSL ni rien, c'est moi qui l'ai mixé l'album. Le premier album de Ragasonic. J'ai mixé tous les titres à part les 4 autres titres et c'est mes collègues du studio qui les ont réarrangés, etc. Mais bref, donc j'ai fait la session, tu vois, en Jamaïque. Je travaille avec Danny et Clevie, avec Sly et Gitsi. Avec qui d'autre? En fait, c'est les mecs avec qui j'étais proche, quoi, tu vois. Les mecs avec qui je travaillais depuis des années. Maintenant, financièrement, je te dis honnêtement, pour moi, c'était un succès d'estime. J'ai touché 500 balles par titre et ils m'ont donné 1 point, tu vois. Et après ça, on a fait Seb, il m'a fait un deal de publishing, c'était cool, mais les deals de publishing de l'époque, et Seb, je lui dois ma carrière en France. Honnêtement, c'est
c'est mon super pote, Seb Farhan, tu vois. Mais bon, les deals de publishing, c'est des deals à 50%. J'habitais à Londres, tu vois. Donc, il m'a arrangé mes impôts parce qu'au début, il me prenait 33%, tu vois, d'impôts, tu vois, imposables, parce que j'habite pas en France, j'habitais à Londres, tu vois. Donc, financièrement, Raga Scénique, c'était pas de ouf pour moi, surtout le premier album. Tu vois. Ça a pas été fait, contrairement à des mecs disent, tu vois, avec plein de thunes. Les Jamaïcains, en plus, si tu les connais, si pour avoir des résultats, c'est pas la thune qui va les payer ou qui va leur faire jouer mieux ou quoi que ce soit. J'ai blindé personne, tu vois ce que je veux dire? J'y suis allé avec mes liens. C'est mes liens qui ont fait que, tu vois. Maintenant, Seb, je l'ai entendu dans l'interview qu'il a fait avec toi, il a dit une connerie. De tous les trucs qu'il a dit, c'est mon super pote et tout, mais il a dit ils ont travaillé avec les plus grands producteurs jamaïcains. C'est faux. Ils ont jamais travaillé avec aucun producteur. Ils ont travaillé avec moi. Tu vois? Neg Marron, ils ont Premier album, excuse-moi de te couper. Premier album, Raga Scénique, on n'est jamais parti en Jamaïque. Ils sont pas partis en Jamaïque. Pas une seule fois. Ils sont maintenant, Neg Marron, quand ils te disent, et big up à Neg Marron, on leur dit ça, c'est mes frères, tu vois, je les adore. Quand ils disent ils ont travaillé avec Sly Robbie, moi j'étais avec eux dans les mêmes sessions, dans le même voyage. Ils sont allés en studio avec Sly Robbie, ils ont chanté leurs chansons. Sly, ils ont joué leurs trucs autour de leurs lyrics. Eux, ils ont jamais fait ça. Moi, je leur ai amené tous les rythms arrangés, faits, programmés. En France, sur 24 pistes. Ils ont musicalement, je suis désolé, mais ils ont contribué à zéro. Zéro. C'est moi qui ai contribué à tout. Sans me la raconter, tu vois. C'est ton histoire, tu sais. Voilà, c'est comme ça que le truc il s'est fait. Maintenant, No Money, c'était, il avait posé déjà sur le rythme du suédois, je l'ai refait. C'est un remix en fait du truc parce que le rythme, ce n'est pas super. Original, le truc de Breaking Bread, on a replacé la loupe du Real Rock. C'était tellement décalé le truc. Et au studio, et j'ai fait faire ça mixé par mon collègue Chris Lane, avec qui je bossais, qui était mon boss de l'époque. Légaliser la ganja. Seb, il me disait, tu peux pas me refaire le Punani? Je lui dis, ça sert à rien. Je vais voir Steele & Clevie, qui ont un cut du Punani. On va prendre la bande. Et on va les refaire poser sur la bande originale du Punani. C'est l'original. C'est l'original. C'est produit par Steele & Clevie. C'est pas produit par moi, celui-là. Et je l'ai fait mixer. C'est moi et Gussie. On l'a mixé ensemble, en train de déconner sur le truc. Tu vois. Et c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Voilà. Et tous ces trucs, tu vois, c'est moi qui, avec Seb, qui avait l'idée de faire les trucs. Maintenant, quand je suis arrivé en studio avec eux, première session, c'était au studio d'EMI. Il me regardait un peu dans une gueule, c'est qui ce mec avec une gueule, tu vois, bizarre, c'est qui tu vois. Maintenant, je suis arrivé en studio, j'ai joué mes trucs. Premier truc, j'ai regardé ça, et je me dis, mais putain, mais les mecs, ils sont un peu à l'ouest, quoi. Ils savaient pas ce que c'était un couplet de 8, un couplet de 12, un couplet de 16. Ils avaient aucune idée de la structure, de la structure d'un morceau. Ils partaient sur le truc, blablabla. Je dis, non, calmez-vous les mecs. Je lui dis, il faut faire une intro de 4 mesures, tu vois, un couplet de 8. Après ça, tu as un refrain de 8, un couplet de 12, 8, 16 ou comme vous voulez. Mais faut que vous structuriez vos morceaux, tu vois. Donc, je leur ai appris à structurer leurs morceaux, tu vois. J'ai contribué à ça. J'espère, Maury pourra te le dire, tu vois. Et maintenant, clairement, Maury, il avait le flow, quoi. Le mec, il est arrivé, il avait le flow. L'autre, il avait les lyrics, tu vois, mais le flow, c'était Maury, tu vois. C'était Maury. Il avait le flow, le truc, tu vois. L'autre, les lyrics, super, et tout, il avait des bons lyrics. Donc, les deux, l'alchimie, elle était, tu vois, elle était bien. Maintenant, après ça, moi, je leur ai fait doubler et tripler leurs refrains et leur couplet, ce qu'ils faisaient rarement, tu vois. Mais nous, on faisait ça beaucoup, pas que les fins de phrases, tu vois, mais genre tout le couplet pour donner un son de groupe, tu vois. Ça, c'était mon idée, tu vois. Je leur ai dit, sur tous les trucs, vous allez me doubler, tripler. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es sûr? Ça fait chelou et tout. Je dis, non. Et à l'époque, comme on était en 24 pistes, j'étais obligé de faire des reports de pistes. Donc, sur une piste, t'avais 3 voix, tu vois. Donc, je faisais des bounce live, tu vois, quand ils chantaient. Et il y a des pistes où il y a 3 voix, quoi. Mais je les reportais quand ils chantaient. C'était la seule manière de faire parce qu'on était limité par les pistes. Donc, tous leurs 24 pistes, ils sont remplis entre le code, parce qu'on utilisait un code sync SMPT. C'est ce que tu utilises pour que la synchro, tu vois, elle marche avec le code MIDI, etc. Et donc, tu vois, ton 24 pistes, il est rempli à craquer, tu vois. Donc, je leur ai fait, tu vois, tous ces trucs. Donc, premier album, j'ai contribué à ça. Après ça, je suis rentré à Londres
avec une fois qu'on a fait toutes les voix et on a fait beaucoup de sessions de voix, ça Maury peut te le dire. J'ai des cassettes entières chez moi, tu vois, parce que moi, tu vois, j'aimais toujours, je suis un peu un perfectionniste, tu vois, ou bien ils étaient trop avant du régime, on recule et tout. Je leur ai dit, il faut que vous soyez dessus, tu vois, faut que vous fassiez ci et ça. Et il n'y a pas Pro Tools à cette époque-là. Ah, mais non, ça c'est des années avant Pro Tools. Tu dois reposer. Il faut que tu reposes, il n'y a pas Auto-Tune, il n'y a pas Pro Tools, il n'y a rien. Là, les mecs, c'est en live, tu vois. Okay. Tu vois, il faut faire du drop. Il y avait Pascal qui était l'ingénieur qui faisait du drop avec moi. Moi, j'étais à côté de lui, je faisais les balances et les trucs, tu vois. Bref, et Seb, tu vois, il écoutait le soir, il disait non, là, on comprend rien à ce qu'ils disent. C'est vachement nasal, il faut qu'ils refassent. Boum. Donc, des sessions de voix, on en a fait plein. Ok. Donc, mais à la finale, une fois que tout est fait, moi, je suis rentré à Londres avec les bandes. Et j'ai mixé tout l'album moi-même. Enfin, mes 8 titres, je les ai mixés moi-même. Okay. Et les autres titres, je les ai mixés au même studio où j'étais, avec mes collègues. Je leur ai donné, comme ça, ils sont fait un petit billet pour mixer le truc. C'était pas, je te dis franchement, c'est pas énorme. Ouais. Donc, mais ils l'ont fait pour moi parce que c'est comme, tu sais, c'est comme c'est comme une famille, tu vois. Ouais. On s'aide. Et comme on travaille sur tellement de trucs, la thune, c'est pas super important. Le premier album de Racing, il n'y a pas de thune, clairement. Ok. Tu vois. Donc, maintenant, j'ai fait ça. Après ça, j'ai dit à Seb, on va masteriser avec mon pote à Townhouse, Jeff Pesh. C'est mon pote qui a masterisé. Et l'album, il est sorti. J'ai fini l'album. Entre rencontrer Seb au mois de février, j'ai fini l'album au mois de juin. Ça m'a pris 4 mois pour faire l'album. Marathon. À la fin, quand vous avez l'album, comme tu disais tout à l'heure, Maury, quand vous êtes parti bosser en Suède, vous avez un album, vous n'êtes pas content de l'album. Là, quand il est terminé, je dis pas, il n'est pas encore sorti. Excuse-moi de te couper, je vais te donner une anecdote. Même, je me souviens d'un truc. J'étais à Paris, juste avant de, et il y avait la sirène des pompiers, le mercredi, c'était à la sirène des pompiers, tu te souviens? Ouais. Et j'écoutais le truc, et j'avais un Walkman et tout, et j'écoutais Bleu Blanc Rouge. J'ai dit, tiens, je vais foutre la sirène des pompiers dans l'intro de Bleu Blanc Rouge. C'est comme ça que ça m'est venu. Et je suis rentré, et je l'avais sur un CD, et j'ai foutu la sirène des pompiers. J'ai envoyé le truc à Seb, je lui ai dit, tiens, écoute, j'ai foutu Il m'a dit, putain, le truc de ouf. Il était comme un ouf. Il me dit, on va sortir ça en single. Ah, la sirène des pompiers. Ça change tout le truc. J'étais mort de rire. C'est grâce à la sirène des pompiers, tu vois, que j'ai foutu sur Bleu Blanc Rouge. Ok. J'ai samplé le truc, ça m'a fait gueuler. L'album terminé, comment tu le sens, toi, Maury? Quand on a terminé l'album avec Frenchy, moi je suis super satisfait, je suis super content parce que moi je suis un gros fan de dancehall reggae de base. Ouais. Donc de poser sur le vrai Punani, de poser sur le Stalax, pour moi c'était un luxe plus qu'un luxe. Donc j'étais satisfait et surtout que l'album qu'on avait fait avec Breaking Bad, il était tout claqué. Là j'étais vraiment satisfait et j'étais prêt pour partir sur la route. Ouais. Comme je disais à Big Red quand je l'ai reçu ici, vous aviez fait des tonnes de concerts avant cet album. Des tonnes. Ça fait qu'il y avait avant et après. Ouais. Ça fait qu'il y avait une attente. Il y avait une attente. Ouais, bien sûr. Vous sentiez une pression? Mais vu que nous on est des artistes de scène, on n'avait pas plus de pression que ça, quoi. Ok. Tu vois, on savait que l'album on allait le défendre de la manière qu'il se doit, quoi, parce que la scène c'est notre truc. Ok. Donc, on avait plus de pression en allant en studio avec Frenchy. Parce qu'on savait que t'as vu, Frenchy, c'est quand même Frenchy, t'as vu? Ouais. Que d'aller en concert. Non, mais à l'époque, il n'y a personne qui me connaissait. Oui, mais nous, on savait que tu sortais de London. C'est ça que j'allais dire. Et clairement, je veux dire, franchement. Frenchy, nous, on ne te connaissait pas, mais tu sortais de London. Et juste le fait que tu sortais de London et que tu t'as fait des Jamaïcains, ça nous mettait la pression. C'est surtout que je leur mettais la pression. Et lui, il m'appelait le briseur de rêve parce qu'il me faisait un truc. Et je lui disais, non, ça va pas, il faut que tu le refasses. Et il sortait de la cabine, il me disait, moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, t'as vu. Il m'appelait le briseur de rêve. Peu importe les ingénieurs avec qui je travaille, moi, j'aime travailler avec des ingénieurs qui osent me dire quand ce que j'ai posé, c'est pas bon. Ok. T'as des ingénieurs. C'est ça, tout est bien. C'est ça, tu vois, c'est ça que Seb, il a vu en moi, en fait. C'est quand il m'a vu en Jamaïque, quand il a vu comment je dirigeais les mecs, il m'a dit, ah ouais, le mec, c'est pas un yes man. C'est pas un mec qui va prendre n'importe quoi, qui va enregistrer n'importe quelle connerie, etc. C'est un mec qui va dire, non, fais pas ça, si, boum, bam, boum, pour que le résultat, il soit optimum, tu vois. Ouais. Donc, tous les trucs, toutes les prods, tous les détails des trucs, le sample de mon pote Rory sur J'entends parler du sida, tu vois, tous ces trucs, c'est moi qui les ai, tu vois, l'intro de l'album, c'est mon pote Robert Allen, il est mort maintenant, tu vois, toutes mes idées, tu vois, de faire tous ces trucs,
Tu vois, c'est des trucs calculés j'avais la vision un peu de comment leur album, tu vois, il pourrait sonner, etc. Musicalement et visuellement. Et je voulais que la barre elle soit haute. Je voulais pas qu'on fasse un truc qui soit un plagiat des Jamaïcains. Ouais. Je voulais que ça soit authentique par rapport au son jamaïcain, mais qu'ils aient leur propre son. Et leur propre son, ils en ont bénéficié par rapport au son du studio. Et le premier album, c'est ça qui leur a ouvert les portes. Parce qu'avant, je veux dire, Ragasonic, ils avaient un buzz de underground. Underground, bien sûr. Mais le grand public les connaissait pas, tu vois. Vrai. Donc, il y avait pas... Là, les chansons se retrouvent à la radio. En fait. Voilà. Il y avait... oui et non, parce qu'il y avait pas de Ragasonic, ils sont jamais de support, vraiment, dis-moi si je dis des conneries, par rapport à Skyrock... Raga Jam nous a mis sur le pape. C'est-à-dire que Raga Jam, à partir de Raga Jam, donc sur l'album de MC Solar, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, toute la France nous a écoutés, mais ils savaient pas, ils pouvaient pas mettre un visage sur les, tu vois, ils savaient pas, ils connaissaient notre son, Raga Jam. Voilà. Je ne veux pas aller avec Eric James, je ne veux pas aller au service militaire. Ça, c'est gros hit, gros hit en France. Mais, voilà, quoi. Les gens connaissaient pas nos têtes. Mais après le premier album, ça a explosé, quoi. Le truc. Mais le premier album, moi, je l'entends sur Skyrock, j'entends les morceaux sur Skyrock. Bien sûr, on a fait plein de rap à l'époque. Je vois les clips à la télé. Bien sûr. Tout ça. Et c'est ouf, quoi. C'est du reggae bleu, blanc, rouge. Rouge. Encore, j'entends parler du sida. Ok, je peux comprendre, mais bleu, blanc, rouge, tu vois, c'était quand même. L'histoire du truc, c'est quoi? S'ils voulaient, Source, le label dans lequel on était signé, ils voulaient sortir, j'entends parler du sida, comme premier single. Ok. La facilité tout de suite. Nous, on a dit non, t'as vu, les gens ils ne connaissent pas, faut que les gens, faut d'abord qu'on montre qui on est vraiment. Ouais. Et le morceau qui nous représente vraiment à cette époque, dans l'album, c'était Bleu, Blanc, Rouge. Ouais. Voilà, on était des gars pas faciles, donc Bleu, Blanc, Rouge nous représentait vraiment. Donc on l'a sorti en premier single et ça a foutu une claque à tout le monde, quoi. Et faut dire que Seb Faran, il avait aussi une vision, comme lui, il était sélecteur, etc. Tu vois, par rapport à moi, j'ai jamais dit que j'étais membre de Ragasonic ni rien. Je leur ai produit des albums, tu vois. Mais lui, pour moi, c'était le 3e membre de Ragasonic parce qu'il avait une vision du truc. Il avait la même vision que moi, tu vois. Donc, on est tous allés dans le même sens. Yeah, alors que les maisons de disques à l'époque, faut dire, de sortir un album hardcore, reggae dancehall, dans tu vois, il faut se représenter, tu vois, où c'était quand même en France. C'était un alien, le truc. C'est clair. Personne voulait nous signer. Quand c'est sorti le truc, sans déconner, même avant, les mecs des maisons de disques, ils se grattaient la tête. Ils se disaient, c'est quoi ce truc? Tu vois? Comment on fait? Quand on a fini l'album, on a fait le tour. Parce qu'il y a personne qui faisait ça avant. Il y a pas eu les groupes de reggae, les mecs qui faisaient du reggae, tu vois, sympa, tu vois, radiophonique, tu vois, que j'aime beaucoup, il y a pas de problème. Mais c'était hardcore comme truc. À l'époque, il y avait Tonton David. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, c'était funky. Il y avait Alliance Ethnique. Fallait avoir un flavor funky dans ta musique si tu voulais. C'était cette période-là. En radio. Nous, on arrive avec un ovni. Rien à voir. Les gens, ils font, c'est quoi ce truc? Exactement. Personne ne voulait nous signer. Mais personne. Hein. Ok. Et à la finale, il y a un gars qui s'appelle Ascoli. Qui travaille chez qui chez Source. Non, avant Source. Source, c'est son label qu'il a monté après Virgin. Il partait de Virgin, on l'a vu, il nous a dit, bon, regardez, on m'a dit que personne ne voulait vous signer. Moi, je vais monter mon label bientôt, qui va s'appeler The Source. Et si vous voulez, moi, je vous signe. Et vous serez la première signature du label. Je vais pas te mentir, moi j'ai pris le truc comme un cadeau empoisonné, j'étais pas content. Moi je voulais être signé dans un gros truc. Ouais, tu voulais le gros nom. Je voulais pas être signé par un gars que je connais pas, qui monte son label. Après, respect à Scully, parce qu'à la finale, ça a marché. Le boulot a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient des jeunes mecs qui travaillaient avec eux, qui comprenaient le truc. Ils avaient un mec qui s'appelait David Comélias, qui faisait la promo. Bien sûr. Salutations. Et David, tu vois, il comprenait le truc tout de suite. Il avait compris les c'est un fan de reggae, lui, déjà. Ouais, direct. Donc, et Seb, tu vois, il est, tu vois, pour un mec parce qu'il travaille à EMI, Seb, il connaissait tous les trucs, il savait comment les marketer, parce que comme il travaille avec NTM, il avait compris le truc, et lui, tous les codes des trucs de dancehall, il les connaissait, tu vois. Donc c'était pas, tu travaillais avec un mec qui comprenait pas le truc, tu vois. Seb Faran, c'est, tu vois, d'une certaine manière, c'est un génie, tu vois, comme ça, par rapport à au truc qu'il a fait, tu vois. Dans la musique, les mecs, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, le mec, il a fait des trucs, tu vois, quand même de ouf, quoi. Donc, moi, j'ai une question, parce que depuis tout à l'heure, tu nous expliques que t'es allé en Jamaïque, t'as fait les Redeem, tu les as ramenés en France pour Ragasonic, ils ont enregistré en France. Mais est-ce qu'au final, t'as fait écouter l'album de Ragasonic aux Jamaïcains avec qui t'as bossé? Avec les voix? Je vais dire honnêtement, tu demandes à Slayer ou bien à n'importe quel mec ou le musicien de session,
qui sont, tu vois, aussi des producteurs des trucs qui c'est Ragazzini qui connaissent pas. Parce que le truc, c'est comme c'est français, la France, dis-toi un truc à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout. Ouais. La France, et je travaille sur tellement de trucs que je te dis très honnêtement, une fois que j'ai fini les trucs de Ragazzini, que les trucs étaient NIF, j'ai pris un petit chèque, je me suis acheté une 106, tu vois, d'occasion. Okay. J'avais oublié le truc, tu vois. Moi, je suis parti. Moi, je continue à bosser, tu vois. Donc, je travaille toujours dans le studio, tu vois, à l'époque. Donc, j'y pensais même pas, tu vois, parce que c'était pas comme. Il y avait pas l'internet, il y avait pas le truc, etc. Donc, c'est pas le même esprit. Moi, après ça, je suis passé à d'autres trucs, etc. Donc, après ça, quand le truc il a cartonné, j'ai fait ouais, c'est cool. Tu vois, j'ai reçu mon premier disque d'or avec Ragazzini en France. Ouais. Tu vois. Donc c'était cool. Ce qui était bien, c'est qu'après ça, le deuxième album, ils ont bénéficié d'un budget beaucoup plus gros, tu vois, disons-le. Maintenant, moi personnellement, j'en ai pas bénéficié. Ouais. J'ai pu payer les musiciens un petit peu mieux, tu vois. C'est les mêmes sets de musiciens, mes mêmes potes avec qui je bosse, etc. J'ai fait les mêmes schémas, mes mêmes loops, mes mêmes trucs, etc. J'ai rajouté mes samples, blablabla. Tu vois, je suis passé de 500 balles, je crois, à 1000 balles, et de 1% à 2%, tu vois. Mais tu demandes à n'importe quel mec qui est comment dire, réalisateur ou truc de son, c'est pas eux qui touchent de la thune. On devient pas millionnaire comme ça. Non, et c'est pas no disrespect aux artistes, etc. Au truc, c'est les artistes qui se font le plus de thunes parce qu'ils se font, je veux dire, ils peuvent vivre avec des albums que nous on a produits toute leur vie. Les producteurs se font le plus de thunes. Non, ouais, voilà, c'est les maisons de disques. Tu vois. Bien sûr. Nous, moi, je suis au milieu au bas de la chaîne, tu vois. Donc maintenant, sur le publishing, tu peux t'en faire, mais les deux plus gros titres de Ragazzini qui tournaient en radio sur le premier album, c'était Aiguisé comme une lame et J'entends parler du sida. J'entends parler du sida, c'est passé sur France 2, tu vois, dans les informations de France 2. Moi, j'ai pas de publishing, c'est pas Meridian. Et Wailers. Tu vois, il y en a un, c'est Bob Marley, et l'autre, c'est Winston qui a tout pris. Donc, tu vois, pour moi, c'était pas... Je peux pas. Je dis ça à Maurice souvent, et je le dis à Issa et à Jackie et à Benji. Le titre où je me suis fait le plus de thunes en France, c'est Tout le monde debout, et ça tournait plus que tous les albums. Pour moi, ça fait plus d'argent en totalité que tous les albums Ragazzini réunis. Tu vois, parce que le régime il est original. Il est original, et tu passes parce que nous à l'époque, ce que j'ai fait sur le Ricotte, faut aussi dire, c'était la mode des Ricottes. Donc ce que j'ai fait, c'était l'idée aussi, c'était de les mettre dans la mode du temps sur des rythmes où il y avait des jugglings, tu vois. Bien sûr. Donc là, en fast forward, quand j'ai fait Tout le monde debout, c'était fini la mode des Ricottes, c'était que des rythmes originaux. Tu vois. Donc mais Tout le monde debout, c'est passé sur Sky Playlist, Fun Playlist, tu vois. La différence en SACEM et machin chose, c'est fulgurant. Tu l'as ressenti. Tu la ressens, surtout quand tu reçois tes chèques, tu vois. Donc, tu vois, j'ai pas peur de le dire, tu vois. Quand on se fait de la thune, on fait de la thune. Quand on se fait pas de thune, on se fait pas de thune, tu vois. Il faut dire les choses. Mais faut dire les choses, et moi, j'ai pas peur de le dire si je me fais de la thune sur un truc. Sur le deuxième album, vous allez en Jamaïque enregistrer Big Red? Là, c'est la première fois qu'ils viennent en Jamaïque. Sur le deuxième album, on part en Jamaïque, et on n'enregistre pas en Jamaïque. On part en Jamaïque juste pour écrire les lyrics. C'est-à-dire qu'on part en Jamaïque. Non, quand même, faut préciser, c'était la belle vie. Attends, vous êtes allé en Jamaïque que pour écrire. Laisse-moi faire. On est parti en Jamaïque avec les instrus. Et on est parti là-bas pour écrire. C'est tout. Attends. On avait les instrus sur cassette, quelques instrus sur cassette. Et on est parti en Jamaïque écrire. On écrivait dans la chambre d'hôtel. Attends, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Moi, je vais dire encore plus. Ils sont arrivés. Moi, j'étais là déjà 2 semaines avant. Donc, j'avais bossé déjà les instrus. Ils sont arrivés. Direct, boum, hôtel, Pegasus, ils sont arrivés, Lilton, de Kingston, machin chose. Je suis arrivé dans leur chambre avec une cassette. J'ai dit, tiens, cassette, écoutez ça, j'avais l'idée de refaire, je sais plus quelle rime, parce que tous les recuts sur le deuxième album, tu vois, c'est comme sur le premier, c'est mes idées. C'est pas leurs idées où Seb, il avait sur le premier 1 ou 2 idées de recuts, mais c'était les mêmes que les miennes et je les avais. Mais sur le deuxième, c'est tout moi, à 100%. Donc, les idées de recuts de Redim, peut-être, il y en a 1 ou 2, ils ont suggéré de faire un truc, il y en a un qui voulait faire un truc de Gregory Isaac, mais je leur ai amené le truc duquel? Faut pas me prendre pour un âne, je crois. Il y en avait 4. Je leur ai amené le Redim tout fait sur une cassette.
Et j'ai toujours cette vision des deux dans la chambre d'hôtel, en train de gratter sur un bout de papier, en train d'écouter les trucs et d'écrire les lyrics. Et ils ont écrit la moitié de l'album dans leur chambre d'hôtel. Ouais, dans la chambre d'hôtel, ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas enregistré sur place? Je comprends pas. Parce que Parce qu'à l'époque, c'était... c'est compliqué d'enregistrer. Nous, on était plus à l'aise d'enregistrer en France avec des ingénieurs français. Et Comme ça, tu peux expliquer. Parce qu'à l'époque, nous, on n'était pas très bilingues. On ne parlait pas anglais correctement. Attends, Donc, il faut dire... Attends, laisse-moi finir. Je Donc, comprends. quand tu veux expliquer à l'ingénieur qu'il y a un truc qui te dérange, tu peux pas lui dire. C'est clair. Donc, nous, on préfère enregistrer en France. Je comprends. Pour être à l'aise. Mais vous êtes allé comme chercher la vibe jamaïcaine. Oui, bien sûr. Oui, il fallait qu'ils y aillent. C'est moi qui leur ai dit, faut venir. Mais je dirais même plus, tu vois, c'est qu'en France, en Jamaïque, tu vas faire des voix. Le studio time, il va te coûter la peau du cul. Tu peux pas être assis, tu vois, sur un canapé et fumer des joints. Ça va pas le faire parce que les mecs qui bookent le studio, tu vois, 24/24, c'est pas la même. Là, tu vas au studio d'Avou, tu vois, tu prends, Seb, il prenait 2 semaines, tu vois, boum, 2 semaines de studio d'Avou. Tu te souviens? Tu vois, à l'aise, tu vois, ils fument des joints, ils boivent et tout, et puis après ça, ils font leur voix. Et on en a fait. Alors sur le deuxième, si tu crois qu'on en a fait des voix sur le premier, sur le deuxième, on en a fait des waves. Tu vois, bah en fait, je vais t'expliquer. J'ai des paquets de cassettes entières. Parce que Frenchy sait pas. Le premier album, on n'a jamais écrit de lyrics sur place. Peut-être 1 ou 2. Ils avaient déjà tous la les moitié lyrics, c'était des lyrics qu'on avait déjà depuis 4-5 ans et qu'on chantait dans les sons de système. Exactement. Le deuxième album, la majorité des lyrics, c'est des lyrics qu'on a écrits sur place, spécialement pour les rythmes, sur les rythmes. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Et quand tu vas en Jamaïque la première fois, moi je me rappelle de ce morceau que vous aviez fait pour La Haine. Où tu disais, si un jour je vais en Jamaïque, obligé, je suis armé. Bon. Non, je t'ai pas armé. Mais j'ai une petite anecdote sur ça. Voilà. J'étais là-bas, j'étais avec frère. On a rencontré un gars qui s'appelait Frenchy, un pote à Folie. Un pote à Frenchy. Okay. Et il était avec son fils. Son fils devait avoir quoi à l'époque? 5 ans, 6 ans. 6 ans, 7 ans maximum. Et moi, je suis pote en Jamaïque, j'avais des bagues à tous les doigts. J'avais même une bague au pouce. Ok, ah ouais. J'avais des bagues à tous les doigts. Que de l'or. Et donc j'arrive là-bas et puis je vois le fils de Folie, il me regarde, il me fait, il me dit ça en anglais, il me fait, t'as beaucoup d'or. Je fais, ouais. Il me fait, t'as pas peur? Donc moi je lui dis, tu sais, c'est un petit qui te dit ça. Je fais, non, moi j'ai pas peur, pourquoi tu veux que j'ai peur? Il me fait, t'as pas peur, pourquoi t'as un gun? Et quand le petit m'a dit ça, j'ai capté, Jamaïque, t'as vu aussi. Ça peut aller vite. Ah man, ça rigole pas. Je les ai emmenés dans le ghetto où Folie vient, ça s'appelle Concrete Jungle. Bob Marley, il parle dans ce truc, Concrete Jungle. Je les ai emmenés, tous les mecs qui sont sortis, là, ils ont regardé, c'est qui? Ils étaient... Mais Maury, tu vois, il kiffe la vibe. Dis pas ils étaient, frère. Là, je vais cause, French. Dis pas ils étaient. Moi, jamais, c'est chez moi. N'hésitez pas. Moi, j'ai pris mes cours à Peckham, dans le coin le plus dangereux de London. Là, jamais, ne m'a jamais fait peur. C'est vrai. Même en italien. C'est vrai. Mais Rimo, tu vois, quand il allait en Jamaïque la première fois, faut le dire, c'était comme un poisson dans l'eau, quoi. Le mec, il était, faut le dire, il a pété un câble. Mais lui, il a vraiment pété un câble. Tu l'avais déjà vécu. C'est comme s'il était déjà allé, tu vois. C'est ça. Je te jure. Il a vraiment kiffé la vibe, parce que moi et Maury, je veux dire, musicalement, on a toujours été très proches. Tu vois, il aime les mêmes trucs que Wham. On est dans les mêmes, tu vois, délires, des trucs, etc. Tu vois, toujours. Toujours. De même d'aujourd'hui, on s'envoie des trucs, il m'envoie des nouveaux trucs, tu vois, et ça a toujours été musical avec moi et lui. Tu vois, il me dit, tiens, écoute ça, le nouveau truc de Valiant, le nouveau truc de, tu vois. Vous êtes toujours sur les nouveautés, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes à la pointe. On est des anciens, 50 piges, on connaît nos classiques, mais on reste up-to-date. C'est important, ça. Exactement. Donc, tu vois, c'est pour ça, le truc avec Rimo, ça a toujours été... tu vois, il y a toujours eu un truc, tu vois. Maintenant, je vais pas te mentir, moi, je crois toujours dans quelque chose. Les artistes, tous les êtres humains, on a une note, un truc d'ADN dans notre tête. Moi, si je refais un Redim, je suis attiré par certaines notes, par certains accords, par certains trucs. C'est ton style au final. Voilà, mais je veux faire ça. Eux, ils ont la même chose. Mais nous trois, littéralement, c'est ça qui est bizarre, et ça a toujours été comme ça, qu'ils le veulent ou non, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, etc., on a la même note dans la tête. Et quand moi, je leur amène un cut de Redim, c'est pas un hasard que ils ont un lyric qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, je leur fais un Redim, tu vois, et ils collent le truc, et le Redim, il a rien à voir avec la clé de
mais tout d'un coup, il chante le truc dessus, il dit putain, mais ça colle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un hasard. Ouais. On a un truc, tu vois, tous les trois. Nous-mêmes, on peut il y a pas un expliquer. truc, tu vois. On peut même pas l'expliquer nous-mêmes. Maury te dira, je lui joue des rythms que j'ai fait pour d'autres mecs, tu vois, des nouvelles séries. Il les écoute, il dit ah ouais, ça c'est bad. Il est attiré par le truc. L'autre pareil, tu vois. Ils sont attirés par la sonorité de ce que je fais naturellement. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est pour ça aussi que ça a marché. Tu vois. Il y a plus que simplement, il y a des connexions qui se font comme ça, tu vois. Et il y a une alchimie quoi. Ça a une alchimie, tu vois. Je vois. Donc maintenant, je te dis avec Maury, c'est plus que ça parce que musicalement, je te dis, c'est en France, il y a pas beaucoup de gens qui sont dans les trucs dans lesquels on est, tu vois, surtout aujourd'hui. Donc, mais on s'est suivis, tu vois, depuis toujours, quoi. Maintenant, on a eu une période où on se parlait pas à cause des histoires à la con. On va être obligé de mettre les pieds dans le plat. Ouais, vas-y. Après le deuxième album de Raga Sonic, d'après ce que Sébastien Pharaon a raconté ici, d'après ce que Big Red a raconté ici, vous partez aux Antilles. Ouais. Vous avez des dates là-bas. Ouais, je pars là-bas avec Co-City, Cool Chain, Joe Star et Busta Flex. Ok. Big Red n'est pas là? Non, c'était un plateau que des gars là-bas ont organisé. On a fait une date d'abord à Martinique, à Ducos, et on devait en faire une autre en Guadeloupe, qui n'a pas eu lieu parce que la soirée a été pétée avant même qu'on chante. Donc en fait, tout le monde est retourné en Martinique et moi je suis resté en Guadeloupe. Mais je tiens à dire que ça c'était en 98. En 97, j'ai eu ma première incarcération en juillet 97. C'était 2 années de suite. C'était deux années de merde. C'était où ça en 97? À Paris? À Fleury. Ouais, donc ça. J'ai fait au mois de juillet à Fleury, mais ça a niqué, ça a rien niqué parce qu'on n'avait pas de date. Et je suis tombé juste un mois. Ok, ça j'allais te demander combien de temps? Un mois? Et l'année d'après, 98, donc on part en Guadeloupe faire notre concert. Le concert n'a pas lieu. Tout le monde retourne en Guadeloupe. Tout le monde retourne en Martinique. Moi, je reste en Guadeloupe avec mes potes en Guadeloupe. Et tu connais, mauvaise fréquentation, au mauvais endroit, au mauvais moment. Je me retrouve au Newf. En Guadeloupe. Wow. Et 3 jours avant de prendre mon avion pour rentrer à Paris pour faire la fête de l'humanité. La fête de l'humain. Ok. Donc je fais putain, j'ai pas de chance. Donc je tombe au Newf et après tu connais l'histoire. T'as pris combien de temps? Je suis tombé au mois d'août et je suis sorti au mois de décembre. Mais quand je suis sorti au mois de décembre, je pouvais pas quitter la Guadeloupe. Fallait que je signe, t'as vu, chaque semaine. Donc je suis arrivé en France en février en fait. Ah ouais. Donc j'ai galéré. Musicalement, ça fait beaucoup. Musicalement, ça m'a niqué. Ouais. Je vais pas te mentir, c'est une erreur de parcours. Ça, je le reconnais. T'es conscient que ça a niqué le groupe à ce moment-là aussi. C'était pas de ta faute. Regarde, la première fois que je suis tombé en prison en 97, où ça a rien niqué. Aucune lettre, aucun mandat. On t'a laissé? Aucune lettre, aucun mandat. Ça t'a touché, ça t'a fait quelque chose? Quand je suis sorti, il y a eu une première embrouille avec Trollo. Où je lui ai dit, frère, on est une équipe, frère. Si c'est toi qui serais tombé, mon frère, je vais faire en sorte que... Bref. Tu vois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Non. Deuxième fois, je tombe en prison. Cette fois-ci plus loin, en Guadeloupe. Où déjà, j'ai pas de famille en Guadeloupe, donc j'ai pas de parloir. Donc moi, je suis H24 dans ma cellule. Pas de lettre, pas de mandat. Les gars, t'as vu avec qui je suis en prison en première semaine. Ah, et t'as écrit ton frère? Non. Deuxième semaine. T'as écrit ton frère? Non. Quand ça fait 1 mois, les mecs en prison disaient, ton frère, c'est pas ton frère. Le gars, t'as jamais écrit, t'as jamais envoyé un mandat. Que dalle, t'es en galère là. Je suis arrivé en prison en claquettes et short. J'avais même pas d'affaires, mon frère. De août à décembre, je les ai passés avec un short, un caleçon, des claquettes. Tous les soirs, je lavais mon caleçon, mon frère. Un délire. J'étais en galère, les gens là-bas, ils disaient, mes frères, c'est toi, Daddy Maury Raga Sonic, mes frères, comment ça que t'es en galère comme ça, t'as rien, t'as même pas de... Les premiers mandats que j'ai reçus, c'est mes cousins de Martinique qui m'ont envoyé des mandats. Et je suis Daddy Maury de Raga Sonic. Pas un mandat, pas une lettre. Donc quand je suis sorti, frère, t'imagines bien que moi j'arrête toutes les conneries. C'est pas l'argent qui va faire que je vais continuer. Moi l'argent, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, moi je suis pas un gars qui va dire je m'en bats les couilles de l'argent et après je vais me contredire et dire ouais mais j'ai fait ça pour l'argent. Je suis pas ce genre de gars moi. Moi quand je te dis que je m'en bats les couilles de l'argent et en plus je suis scorpion. Donc tu connais les scorpions, on s'auto-détruit nous. Moi à un moment donné je suis sorti de prison, j'ai fait tu sais quoi, c'est fini Raga Sonic, j'en ai rien à foutre. Et de toute façon quand j'étais en prison, j'entendais dire que ça préparait un album solo. Donc
Ouais, donc t'es sorti, Ils tu avaient t'es déjà dit. pris leur truc. Eux, ils pensaient pas que j'allais sortir aussi vite. Ils pensaient que j'allais faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ok. Je suis sorti, grâce à Dieu, au mois de décembre. Je suis arrivé à Paris au mois de février. Ok. J'ai été voir Pharaon. J'ai fait, écoute, moi, je veux plus travailler avec vous. Ah, À l'époque où tout le monde voulait quittes travailler pas. avec lui. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu quittes pas que Big Red. Bah non, tu quittes aussi je quitte Pharaon aussi. au Pharaon. Parce que Pharaon, c'est le manager de Raga Sonic. Ouais. Donc moi, quand je sors de prison, Mhm. je vais voir Pharaon et je lui dis, écoute, c'est fini. Moi, j'ai plus envie de travailler avec toi. Mhm. Et même lui, il est étonné. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde rêvait de travailler avec Pharaon. Ah, ouais. Tout le monde. Mhm. Et donc, je suis parti, j'ai fait mes affaires. Mhm. Et grâce à Dieu, j'ai repété dans le côté West Indies en 2003 avec Admiralty. J'aimerais qu'on parle de ça. Tu vois, non? Parce que c'est une période, moi, que j'ai vécu de dingue. Tu l'as vu. Ouais. J'ai vécu le truc. T'as vu que j'avais une vengeance en moi. Moi, c'est simple. À cette période-là, je sortais beaucoup les soirées hip-hop. Et dans les soirées hip-hop, il y avait toujours une session dancehall. Toujours. Je sortais dans les soirées antillaises, Yeah, man. où il y avait du zouk, ou bien. Mais il y avait aussi, bien sûr, du dancehall. Bien sûr. Et il n'y a pas une soirée où je t'entendais pas, Man. mais différentes tunes. Vraiment. Bien sûr. C'est-à-dire, que ce soit les trucs avec Make It Happen. Make It Happen, Enough Respect, C'était Psycho ouf. et Crew Chalel, Make It Happen, ils m'ont vraiment beaucoup donné la force. Comme t'as dit, hein, à cette époque-là, j'avais au moins 5 sons qui tournaient en club régulièrement. Big fire never burn them. Guan, Daddy Guan. Mori Guan, ça c'était ouf. Il y avait Badman, c'est Badman, Junkie, c'est Junkie. Yeah, man. Cette période-là, Bien sûr. c'était la folie. Bien sûr, j'étais obligé d'inonder le marché. Moi, quand j'ai lancé l'appât et que j'ai vu que ça a mordu, j'ai fait OK. C'est ça que vous aimez? Je vais vous donner ça. Et en plus, à cette époque, j'étais fan de Capleton, t'as vu? Ok. J'étais un vrai supporter de Capleton. Donc, j'ai fait, tu sais quoi? Je vais leur donner un peu de mélange. Un mélange de Capleton, Bon Tequila, Beanie Man, ça, et mettre tout ça en truc avec mon truc à moi et je vais tous les niquer. Et je les ai tous niqués. Ah, c'est chaud. Et à cette époque-là, je vais pas te mentir, même Pharaon, elle était étonnée. Hein. J'ai revu Pharaon longtemps après, à cette époque-là, et puis il était obligé de me respecter. Il m'a dit, Amaury, franchement, ce que t'as réussi à faire. Tu sais, j'ai écouté l'interview où t'as dit, vos premiers albums solo n'ont pas eu le même. Oui. Le même succès que les albums Raga Sonic. T'as tout à fait raison. Et nos 2 premiers solos, mais il faut préciser que lui, son premier solo, il n'a pas eu le succès de Raga Sonic, mais avec toute l'aide de Raga Sonic, qu'on avait dans Raga Sonic. Je vois ce que tu veux dire. Moi, mon premier album solo, tout seul, avec ma nouvelle équipe. Ouais. Il n'y a pas de Frenchie, il n'y a pas de Pharaon, il n'y a pas de Rough Cut, il n'y a pas de... Il n'y a pas de l'argent qui tombe à flot. Ouais. L'autre, il avait Frenchie, il avait Pharaon, il avait Rough Cut, l'argent qui coule à flot. Tout ce qu'on avait dans Raga Sonic, il l'a eu pour son premier album solo. Mais ça n'a pas marché. Donc moi, t'as vu, ça va, c'est cool. En tout cas, moi, toute cette période-là où tu t'envoies morceau sur morceau, c'est complètement dingue, c'est fou. Et je me dis, bon, Maury, il va profiter de tout cet engouement qu'il y a et il va peut-être nous faire un album qui aura le même succès. Et en fait, je trouve que t'es redevenu underground par rapport à Raga Sonic, par rapport au succès de Raga Sonic. Mais j'ai l'impression que ça te gênait pas. Bah, ça me suffisait, en fait. Moi, à cette époque-là, moi, je suis humble. Moi, il me faut pas des 1000 et des 100 pour vivre. Bah, tant que j'avais, en plus, t'avais, à cette époque-là, je vais pas te mentir, j'étais interdit bancaire, j'avais des problèmes avec les impôts. J'avais pas de, donc il fallait toujours que j'ai du cash dans les poches. Ouais. Donc à cette époque-là, je faisais tous les sons, tous les week-ends, je jouais. Ouais. Tous les week-ends, quand ça arrivait à l'euro, tous les week-ends, je prenais 3 000 euros. J'avais des boîtes à chaussures chez moi remplies de cash. Moi, c'était boîte à chaussures. Ouais, je connais ça. Et et pendant 8-10 ans, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à payer mes impôts et aujourd'hui être tranquille. T'as vu ? Justement, tu parles de cette période où tu faisais énormément de shows. Il se passait des choses. Les gens en France ne savaient pas. Mais moi, j'ai le nez un peu partout. Et un jour, je parlais avec Sir Samuel de Sayal Supakru. Ils m'ont beaucoup aidé. Voilà. Et un jour, je le vois comme ça. Il est là, valise, tout ça. Je dis, mon gars, tu vas où? Il me dit, là, je pars au Chili.
et en Colombie et tout ça, j'ai des dates et tout. Je dis, ah ouais, lourd et tout, carrément là-bas et tout. Yeah, et moi, j'étais déjà allé en Colombie et les gens connaissaient Angela de Sayan Soupa. Et là, il me dit, mais gars, le mec qui a ouvert la porte là-bas, là, c'est pas nous. Il me dit, c'est Daddy Mori. Ah, c'est vrai. Je dis, ah ouais, il me dit, Mori, c'est quelqu'un de ouf au Chili et en Colombie. C'est vrai, là-bas, il me Comment kiffe de tu ouf. te retrouves là-bas et comment ça se fait que... Je pars jouer là-bas en 2012, frère. Ok. En 2012, enfin, je vais pas te mentir, depuis 2010, je reçois des messages d'un gars qui s'appelle Pequeno. Pequeno. Mais t'as vu, je calcule pas plus que ça, parce que le mec, il m'écrit en anglais, des poésies, je lis pas le truc. Puis un jour, je me dis, c'est le mec qui m'envoie là les messages, donc je lis et tout. Et en fait, je comprends que le gars, il veut me faire jouer au Chili, en fait. Ok. Je trouve ça chelou, je regarde où se trouve le Chili, je fais, sérieux, lui on me connaît là-bas. Donc, pour essayer de voir si c'est vraiment si c'est pas un plan chelou, quand le gars me demande le cachet pour 3 shows, je lui fais, par show, frère, c'est tant, tu sais, j'essaie de mettre la barre haute. Et quand je mets la barre haute, le mec, il me dit oui tout de suite. Je fais, waouh! Putain, j'aurais dû mettre plus haut. C'est ça. Ah ouais. Je fais, le mec, il a pas bégayé. 3 shows, 3 shows à 7 000, 8 000 euros par show. Le mec, il me dit oui direct. Je fais, ok. Donc, je pars au Chili, j'arrive là-bas et effectivement, je vois que là-bas, je suis une superstar, mon frère. C'est-à-dire, les gens te connaissaient déjà. Ils me connaissent là-bas, mon frère. Même moi, je leur demande comment les sons sont arrivés. Ils me font, je sais pas, un jour, un gars est venu avec un CD, le CD est resté ici, et puis depuis, voilà, quoi. On connaît tous tes sons. Ils parlent pas français, mais ils chantent mes sons en Big Faya, tous les trucs, Junkie, tout, ils chantent tout. Ils me connaissent plus en solo que Raga Sonic, ouais. C'est ouf. Chili et Colombie. On m'a dit même au Pérou, mais j'ai pas encore été au Pérou. Parce que moi, quand j'étais en Colombie, à un moment, je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Carthagène. Et ils connaissaient Angela de Sayan Soupa et ils connaissaient Morenas de Bien sûr, City, big là-bas. Et du coup, je leur ai dit comment, et ils m'ont expliqué, à un moment, on a capté la chaîne MCM. Ok. Et du coup, on a vu des trucs français, mais nous, on a été attirés parce qu'ils sonnaient espagnol, en fait. Exactement. Angela, Morenas. Et c'est comme ça qu'on connaît ces 2 morceaux et tout. Mais jusqu'à maintenant, je me dis, mais comment Daddy Mori, c'est comment? C'est incroyable. C'est fou. T'as vu, je suis arrivé là-bas et comme je te dis, j'ai joué à Santiago dans une salle, on va pour faire les balances. Je vois là, c'est une salle de 3000, 4000 personnes. Je vois, il y a que moi à l'affiche. Tu sais, le gars, en plus, il est cool. Tu sais, j'ai pas envie de le mettre dans la merde. Le gars, je lui fais, frère, t'es sûr que tu vas remplir la salle? Parce que, tu sais, je me dis, bon, tout ça que je lui demande comme genre, s'il remplit pas, il va se mettre dedans, le mec. Et le mec, il parle, il me fait, Mori, don't worry, Mori. You big in Santiago. Je fais, putain, il est sérieux, lui. Et le soir du concert, frère, j'arrive et je vois, il y a la queue qui fait toute la rue. Que des gens qui viennent voir Daddy Mori de Shoro King. Il m'appelle le Shoro King là-bas. Ah ouais? Ouais, ils m'ont rebaptisé même. Shoro King. C'est incroyable. Donc à un moment donné, voilà, je suis big up tout le Chili, big up la Colombie. Je retourne en Colombie le 4 mars avec City et Sœur Samuel. Voilà, tu vois. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Tout est logique. Très bien. On est obligé de reparler de la Jamaïque. J'ai vu là récemment une vidéo incroyable. Ouais. Où t'es en train de toaster en Jamaïque même. Ça, c'est un rêve. Dans un espèce de truc, on dirait. C'est le boom bap. 1 minute. Pour convaincre, je sais pas quoi. C'est un petit festival que Harry Todla, Boom Dynamite, Niti Kochi et General B organisent, qui s'appelle le Boom Bax Friday. C'est tous les vendredis. Ok. C'est un peu comme le truc que je t'expliquais au début, Armasque, pour un peu trouver des nouveaux talents. Okay. Personne n'est payé, hein, t'as vu, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Et ils ont commencé les premiers pendant le confinement et depuis ça marche bien et ils font ça tous les vendredis. Donc je suis arrivé là-bas, moi je connais bien Harry Todla. Harry Todla c'est mon pote depuis long time. Donc quand je suis arrivé là-bas, il m'a proposé direct de passer au Boomback. Je vais pas te mentir, j'étais super angoissé. J'ai voulu esquiver 2-3 fois. J'ai voulu esquiver 2-3 fois. T'as vu, trouver un petit prétexte pour dire non mais je peux pas venir là en fait parce que j'ai un autre truc à faire. Et j'ai rencontré un autre DJ dont j'étais super fan, qui s'appelle Reggie Stepper. Ok. Reggie Stepper. Bien précisé pour nos auditeurs qui ont l'habitude d'entendre des rappeurs ici, quand tu dis DJ, c'est un mec qui prend le micro. C'est un chanteur. Un chanteur raga qui s'appelle Reggie Stepper. Que en France on connaît très très bien parce que son premier album était produit par Piper. Piper Record. Piper Record. Et c'était, voilà.
Donc c'est un album qui a été distribué en France. Moi j'avais cet album-là dans ma chambre, donc je l'ai saigné. Donc quand jamais je le vois et je fais des doublets avec lui. Wow. En fait, il y a un son de Paris qui m'appelle, qui me dit qu'il veut des doublets de moi avec Reggie Stepper, avec Junior Cat, avec. Donc on organise le truc. J'organise la séance de studio au studio de Kilimanjaro. On se rencarde tous et on fait les doublets nickel quoi. Et Reggie Stepper, je lui explique le truc, je lui dis moi j'ai Todd-là, il veut que je passe à Boombox. Il me fait Boombox. Il fait yo, tu dois faire le Boombox frère. Je fais mais j'ai pas de leçon d'anglais. Il me fait écoute, si tu fais exactement ce que t'as fait en doublet au Boombox, ça va marcher. J'ai fait ok. Donc en fait lui il m'a emmené là-bas. Donc en fait j'ai quand même été le soir même des doublets. Donc on arrive au Boombox et j'étais super angoissé, j'étais avec ma femme. J'étais angoissé as fuck. Ah ouais. Un truc mais de dingue. t'avais peur qu'ils réagissent pas. J'étais angoissé parce que moi déjà au départ, t'as vu, c'était pas trop full, mais quand j'ai vu que 2 heures après c'était full, j'étais angoissé de ouf. J'ai fait putain, chaud. J'étais angoissé. J'ai jamais été angoissé à ce point. Ah ouais. De toute ma carrière, je te jure. Mais l'angoisse que t'as envie de bégère. La vraie angoisse. Celle-là, là. La vraie angoisse, frère. La vraie angoisse. Mais au final, tu le fais. Et au final, je le fais. Tu prends le micro. Et ça se passe super bien. Avec un drapeau de la France, je sais pas où tu l'as trouvé. En fait, c'est une Jamaïcaine qui le vendait, vendait des drapeaux parce que c'était la Coupe du Monde, en fait. Ah oui. Et il y avait, c'était la Coupe du Monde. Okay. Et tous les Jamaïcains supportent l'Argentine. Ils kiffent le Brésil et l'Argentine. Ok. Le Brésil était déjà éliminé. Ouais, donc tout le monde était pour l'Argentine. J'ai fait, écoute. Moi, je suis pas d'Argentine, je suis pas jamaïcain. Moi, t'as vu, je viens de France. Donc, eux, ils connaissent pas les problématiques des Noirs en France. Donc, nique sa race. J'arrive avec le drapeau français et je représente. Et voilà, et t'as vu, ça s'est super bien passé. Super bien passé. Franchement, ça m'a fait... Ouais, c'est un rêve, t'as vu, ça fait depuis tout petit, moi. J'ai toujours dit, putain, mon rêve, c'est de toaster en Jamaïque et attraper ne serait-ce qu'un petit forward. Je suis content. Non, j'ai vu les sélectages, ils avaient l'air contents et tout. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Ils m'ont mis super à l'aise, t'as vu. Ok. Franchement, c'est super cool. Ok. Yeah, man. Frenchy, j'aimerais qu'on revienne un peu à toi. Après, donc, l'épisode Ragasonic, l'épisode Big Red en solo, un moment, tu bosses qu'avec des Jamaïcains. Moi, mon truc, en fait, c'est que la France, tu vois, c'est vraiment Sébastien Farran, à chaque fois, qui me disait, vas-y, on va travailler avec ci et ça, parce qu'il me manageait à l'époque. Donc, tous les trucs que j'ai fait en France, pratiquement, c'est lui qui m'a coaché. Mais moi, j'habitais toujours en Angleterre. Donc, tu vois, je suivais ce qui se passait en France, mais pas, tu vois, autant que ça. Et mon truc, c'était vraiment les Jamaïcains, quoi. Donc, de travailler avec des Jamaïcains ou des Anglais et tout. Donc, moi, après Ragasonic, j'ai continué avec mon label. J'ai sorti pas mal de séries sur Intercom, machin chose. Si tu peux donner quand même le nom de certains artistes avec qui t'as bossé, parce qu'il y a des sacrés noms quand même. Avec tous les... après ça, sur mon label, honnêtement, tu vois, j'ai bossé avec pratiquement tous les artistes modernes dancehall, le reggae jamaïcain, de Beenie Man, Bounty Killer, Vybz Kartel, Sean Paul, j'ai travaillé avec tous. Donc, je m'occupais un peu de Vegas aussi. Ok. Tu vois, Quand tu dis tu t'occupais, ça veut dire? Je le co-manageais avec un pote à moi qui s'appelait Byron Murray. Ok. Au début de sa carrière, j'ai mis son premier album Edza et je l'ai mis ensemble pour Greensleeve. Ok. C'est moi qui je travaillais avec un mec qui s'appelait Lenky, tu vois, qui a fait le rythme du Douali. Tu vois ce que c'est? Donc moi c'est moi qui l'ai poussé à produire et tout. Donc j'ai travaillé aussi avec lui sur Douali, sur No Letting Go, sur Get Busy. J'ai pas travaillé directement, c'est pas moi qui j'ai rien joué, mais je l'ai, tu vois, je l'ai aidé. C'est moi qui ai fait le deal avec Greensleeve pour lui. Tu vois, je l'ai branché. C'est littéralement moi qui lui ai dit, vas-y, il faut que tu produises. Il m'a fait écouter le beat et il avait donné à un autre producteur en Jamaïque. Le mec, il en voulait pas. Et je lui ai dit, non, mais c'est un ouf. Il est bad le beat de Douali. Et donc, il en est sorti numéro 1 dans le Billboard. Gros hit. Numéro 5 Blue Midi à la samplée, tu vois. Ok. C'est comme ça, j'ai double platine Sean Paul, or Wayne Wonder, tu vois, j'ai tous chez moi, tu vois, à cause de Douali, tu vois. Donc, et ça, c'est des trucs que j'ai fait en dehors de, pas en tant que producteur, en tant que. Mais c'est fou, excusez-moi, parce que je suis obligé de comparer au rap.
Là, toutes les personnes que tu viens de me citer, elles ont utilisé la même rythmique, mais les arrangements, ils sont différents. Mais ça, c'est le génie de Lenky, tu vois. Lenky, c'est un keyboardiste à la base. Okay. Il joue d'ailleurs sur le deuxième album de Raya Scenic. C'est mon super pote, tu vois. Lui, il vient de rien, tu vois. Il avait une petite chambre où le groupe Third World il répétait et je faisais des redeems avec lui. J'ai fait plein de redeems. Moi, je jouais à la batterie au MPC et lui, il sur beaucoup de prod à moi, il jouait au keyboard. Mais il avait jamais envie de produire. C'était pas son truc, la production, tu vois. Ouais. C'était plus la création de beats. Il avait joué sur Dancehall Queen, sur plein de titres. Et moi, je l'ai branché à l'époque, il avait pas beaucoup de thunes, je l'ai branché avec Greensleeve, je lui ai trouvé un deal de publishing. Puis après ça, je l'ai vraiment poussé à produire. Je lui ai dit, il faut que tu sois producteur, tu peux pas rester comme ça. Tu vois, il le dit dans beaucoup d'interviews d'ailleurs, et big up à lui, c'est toujours un super pote à moi. Et du coup, il a trouvé ce beat de Douali qu'il a fait, tu vois, chez lui, sur une petite chambre, sur un O2R avec des DA 88, tu vois. Il y a même pas de batterie, tu vois. Tous les sons, c'est des sons de keyboard, tu vois, Douali, tu vois. Et donc le Douali c'est devenu peut-être je dirais le plus gros redeem commercialement de l'histoire du dancehall, tu vois. Donc je suis content d'en avoir. Si tu regardes le redeem album derrière, il a marqué Special Thanks à Dieu, Zoom J, Frenchy, tu vois. Donc c'est moi qui, tu vois, je l'ai beaucoup aidé le mec et tout. Donc, tu vois, des mecs comme ça, j'ai bossé avec eux. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Busy Signal. C'est mon artiste principal avec qui je bosse. Donc, mais donc avec mon label, tu vois, j'ai enquillé. Maintenant, c'est pareil, c'est des investissements, des petits investissements, et puis ça monte, tu vois. Et aujourd'hui, on peut en vivre un peu, mais c'est dur, quoi, tu vois. Le dancehall, c'est pas comme avant, quoi. Donc maintenant, en France, après ça, j'ai un peu lâché. C'est vraiment Neg Marron qui m'ont demandé de bosser avec eux. C'est Neg Marron qui sont venus voir Seb on a bien bossé avec French. Ça fait longtemps qu'on veut travailler avec lui. Mais je sais qu'avec Raya Scenic, comme c'était un peu le groupe concurrent, tu vois, à l'époque et tout. Mais Maury, il a toujours été très proche de Jackie et Benji. Il a été très proche de 113, etc. Même, je crois que Maury, il leur a dit, mais non, mais Frenchy, il est, tu vois, quand on s'est remis, tu vois, il est cool et tout. Et, 113, pareil, ils sont super cool. J'ai bossé avec eux. J'ai fait 2 titres sur deux de leurs albums. Tu vois, c'est DJ Mehdi qui m'a branché avec eux. Paix à son âme. Des gens humainement super cool. Je veux dire, j'ai Neg Marron, 113, c'est la MIFA. Tu vois, donc c'est les seuls en fait avec qui j'ai bossé un peu après. J'avais fait 2-3 titres sur des compiles à la connexion avec Seb. Mais après ça, j'ai arrêté de travailler en France parce qu'il y avait la scène reggae était pas la même. J'avais pas vraiment la même envie parce que je vais pas te mentir. La mentalité de certains artistes, certains mecs, tu les entends dans des interviews, ils disent des trucs, ou bien ils sont amnésiques, ou bien ils racontent n'importe quoi. Tu vois, j'en pouvais plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en pouvais plus. Donc j'ai dit, tu vois, ça m'a pas motivé, tu vois. Ça m'a un peu dégoûté même du truc. Moi, je sais ce que j'ai fait pour certaines personnes. Tout ce que je veux, moi, c'est leur respect, tu vois ce que je veux dire. Moi, je m'en fous tu vois, qu'ils aient des problèmes, des trucs qui me fassent la gueule, j'en ai rien à foutre. On a tous 50 ans maintenant. On va pas se mettre sur la gueule pour des histoires d'ego, tu vois, je m'en fous. Mais au moins, tu vois, que les mecs, ils respectent le truc et le travail que t'as fait pour eux, sur lesquels ils bouffent toujours aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, moi, j'ai fait des hits avec plein de groupes divers, pas qu'avec un groupe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des hits avec, sans me la raconter, mais avec des artistes jamaïcains, tu vois, des trucs qui ont vraiment marché, qui ont joué en Jamaïque, dans les sound systems, qui ont joué dans les trucs, avec des millions et des millions de vues sur YouTube, sur Spotify, machin chose, et pas des vues qu'on a achetées, tu vois, des vrais de vrais, tu vois. Et j'ai toujours fait mon truc indépendant avec 2 sous et 3 bananes. Donc, tu vois, à la finale, il y avait un truc en France, il y avait une mentalité. Moi, j'en ai eu marre, quoi. Donc j'ai complètement lâché. Je crois que le dernier truc que j'ai fait, c'est Neg Marron. J'essaye de refaire j'aimerais bien refaire des trucs avec. Issa, il me branche toujours pour qu'on fasse des choses. J'aimerais bien dans le futur faire des trucs avec Jackie et Benji. C'est toujours des gens, ils avaient fait un clip il y a 2 ans, ils étaient venus à Londres, j'étais venu avec eux leur montrer Brixton et tout, un peu. Et, mais tu vois, c'est humainement, c'est des mecs super, tu vois. Et Lord Issa, Lord DJ, c'est un super pote à moi. Donc, tu vois, c'est la MIFA. Donc ouais, et puis avec Maury, j'ai fait
récemment, on a fait Reggae Power avec Yannis Odoua. Je crois que la vidéo, elle est à 6 millions et quelques. Wow. Tu vois. Ah ouais. Donc, et ça, c'est il y a quelques années. Tu vois, j'ai travaillé sur l'album Maury avec Maury. Parce qu'on s'était embrouillé avec toutes les histoires à la con de choisis ton camp, ou bien tu peux travailler avec celui-là ou tu travailles avec l'autre. Tu vois, les mecs qui m'ont mis la Quand pression. il était avec Big Red, toi, tu voulais plus bosser Non, mais avec lui. c'est surtout. Moi, je voulais. Toi, tu Moi, je voulais, mais. Ok. Moi, je t'explique. Et moi, ils m'avaient mis la pression à Ils l'époque. voulaient pas qu'il travaille avec Mais à moi. l'époque, t'avais toujours des trucs de, tu sais, les trucs à la con, si t'es avec lui, tu peux pas être avec nous. Ça, c'est pas du tout des trucs anglais, c'est des trucs typiquement français, tu vois. Ok. Donc, moi, après, j'avais fait une cassette à Maury avec des idées de son premier album, tu vois. Je lui dis, tiens, prends la cassette, tu vois, etc. Après ça, je les avais branchés avec leur backing band aussi, pareil, un autre truc que moi j'ai fait. Je les ai branchés avec Rough Cut. Seb, il m'a appelé un jour, il me dit, écoute, on a besoin d'un backing band. J'ai dit, moi, mes grands potes, c'est Rough Cut. C'est les meilleurs anglais. Faites un truc avec eux. Tu vois, ça va le faire. Tu vois, humainement, les mecs, ils sont super. Okay. Donc, ils ont fait toute leur tournée avec Rough Cut, c'est Rough Cut, etc. Merci Chiffren. Et Fagan, le batteur de Rough Cut, c'est un super pote à moi. Donc, et Maury et Fagan, ils ont toujours été super potes. Ouais. Et moi, Fagan, il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, je veux pas aller au-dessus de ton truc, mais Maury veut que je travaille avec lui et tout. Ça, non. Je me suis dit, mais vas-y direct. T'es un ouf. Et il a travaillé avec Maury sur son album, etc. Moi, ils m'ont mis la pression pour pas travailler avec Maury. J'étais con. J'ai dit non. Tu vois, c'était un truc de couille molle. À l'époque, tu sais, tu vas avec les mecs qui ont les plus gros bras et qu'on les mecs derrière eux qui se la racontent. J'ai fait ça, je le regrette un peu, tu vois. Maintenant, 20 ans après, on peut voir ça, l'écart, mais le truc qui est bien, c'est qu'on s'est revus. Donc, on a fait le 3e album de Raga Sonic. Donc, le 3e album de Raga Sonic, je t'explique. Sébastien Farran, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux faire un 3e album de Raga Sonic? Je lui dis direct, non. Je dis, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Franchement. Mais pourquoi à ce moment-là, non catégorique? Parce que, sans manque de respect à n'importe quel artiste, moi, l'ego des artistes, leur histoire psychologique, leur cassage de couilles, les trucs, au bout d'un moment, j'en peux plus. Tu veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Les artistes, ils me font la gueule parce que j'ai pas voulu travailler sur leur album, sur certains de leurs albums. J'ai pas voulu travailler parce qu'ils étaient tellement casse-burn à la fin que, tu vois, moi, j'en pouvais plus, tu vois. Ouais. Moi, je veux travailler avec des artistes cool. Les artistes jamaïcains, tous les artistes avec qui je bosse, je les choisis, j'ai jamais aucun problème. Okay. J'ai jamais aucun problème avec aucun artiste de toute ma vie. Il y a peut-être un casse-couille en Jamaïque, tu vois ce que je veux dire? Et il y en a un en France. C'est tout. Il y a personne d'autre qui m'a jamais dit des trucs, qui m'insulte dans des interviews. Il y en a personne. Il y a deux sur des centaines. Ça, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Très, très bien. Tu vois, ça va. Donc, moi, tu vois, à la fin, moi, je dis des trucs sur personne. Je suis un mec cool et tout. J'ai pas de, tu vois, les histoires à la con, d'ego, de badman, t'es un enculé, je vais te niquer ta gueule. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis dans la musique. Je suis pas là-dedans. Tu vois. Donc, maintenant, je te dis, on s'est revus donc avec Maury sur le 3e album. Donc Seb, il me dit, il faut que tu le fasses absolument, t'inquiète, je serai là, etc. Après ça, Seb, il m'appelle. Je dis, ok, bon, vas-y, je vais le faire parce que t'es là. Seb, il m'appelle un jour. Il dit, donc je revois Maury. Là, on se revoit avec Maury. C'était comme, je sais pas comment te dire, c'est comme la cour de récré. Tout d'un coup, tu vois un pote, tu vois, que t'as pas vu depuis 15 ans, littéralement, avec qui t'as pas parlé parce qu'on se faisait tous les deux la gueule, tu vois. Donc, et avec lui, c'était comme, tu vois, comme avant. Tu vois. Ok. Donc, on s'est retrouvés et là, Seb, il me dit, non, je vais pas le faire, en fait. Ils le font avec un autre label, un autre mec, un autre manager, machin chose. Mais toi, fais-le. Et là, j'ai appelé Maury. Ah, Sébastien Farran, il est pas sur le 3e album Sonic au final? Non. Ah, je savais pas. Il s'est retiré du truc. Ok. Donc moi, après, tu vois, moi à l'époque, t'as vu, moi je vais pas te mentir, moi j'ai dit oui à ce projet-là, de partir sur un 3e album parce que Farran faisait partie. Était dedans. Voilà. Okay. Personne ne me dit rien. Donc on doit aller en studio pour poser, t'as vu. Donc je vais en studio, j'arrive en studio à l'heure et tout pour poser, faire mon travail par rapport à l'album. Et je vois, il y a Frenchy, il y a Trollo, il y a Fast J, mais je vois pas Farran. Donc je fais Frenchy, il est où Farran? Il vient quand?
Puis je vois tout le monde fait une tête un peu chelou, t'as vu? Je fais, mais il arrive quand? Et Frenchy me prend après me faire, Maury, en fait, ouais, Pharon, il est plus de la partie. Je fais quoi? Il est plus de la partie, le gars? Comment ça se fait? Ouais, voilà. Et personne t'a rien dit? Moi, on m'a pas dit. Moi, je l'ai appris quand je suis arrivé en studio. Donc, imagine le truc. J'avais envie de repartir chez moi et dire, tu sais quoi, votre troisième album Margasonic, je le fais pas. Parce que moi, si Pharon est là, je le fais. S'il est pas là, je le fais pas. Wow. C'était ça mon truc à la base. Et là, vous me dites rien. Vous me respectez pas. Vous attendez que je sois au studio pour me le dire. Tu vois? Donc, j'étais vexe un peu. Et franchement, il était vert. Et moi aussi, j'étais vert. Mais à ce point-là, je te dis, comme on s'est vu avec Rimo, je crois qu'on est sortis dehors tous les deux et tout. Et je dis, viens, on va le faire. Tu vois? Maintenant, je te dis honnêtement, super honnêtement, c'est l'album que je regrette le plus d'avoir fait dans toute ma vie. Ah ouais. Je regrette super d'avoir fait cet album parce que la vibe, elle était pas là. Tu peux pas faire de la musique quand il n'y a pas un truc de cohérence, de bonnes vibes, de... Cet album, il a été fait, et je le dis honnêtement, pour la thune. Pour que ça soit un support pour une tournée. Il n'y a pas eu d'osmose. C'est tout. C'est ça, c'est tout. La plupart de nos voix, on les a fait... Pour moi, personnellement. On les a pas fait en même temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, je venais en studio, je posais mes parties. C'était ouf. Et tu t'en allais. Lui, je venais en studio parce qu'il fallait aller en studio. Donc moi, j'étais là. Trollo, il arrivait soit à foncer avec ses potes, ou soit il venait pas. Donc moi, je posais quand même mes parties. Donc lui, après, voilà, il posait ses parties quand moi, j'étais plus là. Mais je veux dire que le jour où il faut poser, moi, je suis là, je pose mon truc. Donc la plupart des sons sont faits comme ça, quoi. Ça s'est pas fait vraiment. Et puis si tu fais de la musique, je veux dire, là, le budget, il y avait pas de budget, tu vois. Il y avait rien. Moi, ça me dérange pas tu vois, on s'en fout. On a commencé comme ça, tu vois. Donc, mais si tu fais de la musique avec des gens et que t'es dans une pièce avec quelqu'un, il faut que tu sois motivé pour faire des trucs. Tu vois, si j'amène des beats où je fais des trucs, et là je suis sur un truc où je joue beaucoup plus qu'avant. Tu vois, je programme des trucs, etc. Donc il faut que je me cogite pour trouver des accords, des trucs, machin chose. Tu vois, mon son, etc. Tu vois que j'essaye de. C'était le meilleur morceau. Tu vois, j'essaye de faire des trucs. Tu vois, mais bon, maintenant, faut vraiment être motivé pour faire quelque chose avec des gens. Je suis d'accord avec ça. C'est une magie. C'est une magie, tu vois. Et quand il y a une bonne vibe, je veux dire, moi j'étais en studio avec Neck Baron et tout, la vibe, c'est super. Tu vois, quand t'as une bonne osmose, ça se passe super. Là, tu vois, c'était vraiment un support pour qu'ils fassent une tournée. Tu vois, parce que c'était un truc de réunion, et puis bon, ils ont fait des concerts pendant 2 ans après, tu vois, ou je sais pas combien de temps. Donc, ça, au moins, c'est réussi. Tu vois, pour eux, franchement, c'était bien, tu vois, et j'étais content, tu vois, surtout pour moi. On a fait la tournée de la réconciliation en 2010, on a tourné 2 ans, jusqu'en 2012, après 2012, on a fait l'album, et on a retourné encore 2 ans jusqu'en 2014. Tu vois, t'imagines. C'est fort. C'est-à-dire même 2 ans avant de sortir l'album, vous tournez déjà. Elle est belle. Maintenant, moi, j'avais fait 8 titres, tu vois. Et je leur ai dit, moi, c'est bon, 8 titres, j'ai fait assez. Trouver d'autres titres, tu vas faire. Je les avais finis, je sais plus, au mois de septembre. Et ça leur a pris 1 an et demi après ça à trouver encore 4 titres pour l'album, pour finir l'album. Ça leur a pris, tu vois, du temps. Donc, il y avait l'alchimie, tu vois. Et puis, dis-toi un truc, 15 ans après un groupe qui se réunissent, t'as pas la même vibes. Non, c'est sûr. Les artistes, ils sont pas au même endroit dans leur carrière. Tu vois, c'est pas le même truc. Il y a aucun groupe qui se sont reformés 15 ou 20 ans après, que ça soit les Jackson 5 ou je sais pas, tu vois, et que ça a marché. Il y en a aucun. Ça, dans l'histoire de la musique, ça marche pas. Maintenant, si tu fais ça pour faire une tournée et pour te faire, il y a pas de problème. Je suis content pour eux. Ça a marché pour eux, etc. Tu vois. Moi, personnellement, c'est pas un souvenir, j'en garde pas un super souvenir, tu vois. Et après ça, en tant que fan de Ragasonic, fan de Ragasonic, l'album, il était à 20%, tu vois. Voilà, même moi, j'ai pas senti un grand album et tout. Voilà. Non. Tu vois, l'album, il était à 20% pour des tas de raisons. Et je te dis, quand tu fais quelque chose, déjà qu'il n'y avait pas Sébastien Farran, tu vois, etc., quand tu fais quelque chose, faut que tu sois, tu vois, motivé dans le truc à 200%, tu vois. Donc maintenant, après ça, j'ai dit à moi, putain, jamais plus, tu vois. Jamais plus, je fais des trucs comme ça. Et ça m'a appris une leçon, c'est pas de se forcer à faire des trucs, tu vois, simplement pour le nom de machin chose, etc. Tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'il y ait une bonne vibes, il faut qu'il y ait un truc. Je te dis, maintenant, après ça, j'ai travaillé sur l'album Maury avec Maury. Tu vois, franchement, ça a bien tourné pour Maury. Tu vois, l'album, il en est sorti des super titres. Tu vois, je suis content. Je travaille beaucoup moins. C'est toi qui as fait Maury Kush?
Moi, ouais, Non, ça c'est non, Cisco qui a fait mon Cisco. Lui, il a fait Big up Reggae Cisco. Power. Big up Cisco. c'est pas bad, ça. Cisco. Big up Cisco. Tous les producteurs qui ont travaillé sur l'album de Maury, c'est super. Ok. Il y a plein de producteurs en France qui travaillent, qui font des trucs Ouais. bad aujourd'hui, Mhm. tu vois. Et moi, maintenant, je te dis, je travaille très peu avec des Français. Ok. De toute façon, je vais très peu en France. Donc, Mhm. tu vois, j'ai avancé dans mon truc. Moi, je travaille surtout, je te dis, avec des Jamaïcains, faire Ouais. des trucs, tu vois, pour ou des mecs internationaux. La France, le reggae, il est pas où il était dans les années 90, même aujourd'hui. C'est Toi, beaucoup tu plus trouves dur. que c'est devenu plus petit? Ah ouais, ça s'est rétréci, ouais, Vraiment. clairement. T'es Clairement, c'est d'accord pas. avec ça, Maurice? Bah, ça a changé. Moi, je vais Mhm. pas dire que ça s'est rétréci parce que quand même, il y a de la maille dans le reggae. Mhm. Toujours. Je parle C'est reggae francophone. Ouais, on parle de ça. Même si les mecs, ils chantent en patois ou Je sais pas, caisse, je sais pas si Ouais. il y a de la maille, mais il y a de la maille dans le live. il faut, mais pas dans la vente de c'est- Scud, C'est ce que quoi. je suis en train de dire. Ouais, C'est- pas dans la vente de Scud. Il y a des structures, il y a plus de structures Gros aujourd'hui qu'avant. festivals, il y a plein de Ouais. concerts, des T'as endroits qui bah accueillent. oui, bien sûr. T'as des artistes francophones qui font des millions de vues, qui tournent, qui sont super populaires. Les Dubink, les Bigaranx, les Naman. Mhm. Ça, c'est des big artistes. Bien sûr. Après, ok, c'est plus nous, mais eux, ils sont là toujours. Ouais, C'est pas parce que nous, Ouais. on n'est plus là qu'il faut dire que le reggae est naze. Ouais. Non, Non, le mais reggae voilà. est là toujours, sauf que c'est plus nous. Voilà, exactement. Voilà. Maintenant, en étant, si t'es vétéran, tu Ouais. vois, ou même moi, en tant que producteur, tu vois, beatmaker, tout ce que tu veux, mixeur, t'as plein de jeunes mecs qui font des trucs qui sont super. Des jeunes producteurs, Ouais. des jeunes artistes Herman. qui fassent leurs trucs, tu vois, il y en a plein. Et faut leur, nous, on est des vieux maintenant. On est des dinosaures, Mhm. tu vois. Donc, faut accepter les jeunes et leur dire, Bien sûr. vous faites votre truc. Respect Ouais. à ce que vous faites. Nous, on a eu notre temps, tu vois. On a eu du cul, on a eu de la chance. C'est une chance inouïe d'avoir pu bosser de ce qu'on fait pratiquement toute notre vie de la Bien sûr. musique. Bien Je veux sûr. dire, c'est une chance inouïe, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, tu les entends et t'as l'impression que la musique leur doit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien qui leur doit rien. Tu Non, vois. mais non. C'est pas la musique qui leur doit quelque chose. C'est Ouais. eux qui doivent un truc à la Bien musique. sûr. Ils devraient Ouais. être tellement respectueux du truc, du travail qui a été fait pour eux, pour là où ils ont été mis. Tu vois, c'est une chance inouïe. Nous, on a une chance inouïe, tu vois, de pouvoir en vivre et de pouvoir en vivre pendant si longtemps. Mhm. C'est laisse tomber, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, les artistes, quand ils sortent des titres, c'est pas pour vendre des scuds, c'est surtout un support, surtout les artistes reggae, pour faire une tournée, Bien pour sûr. faire du live. Donc, Bien sûr. tu vois, c'est une optique différente. C'est pas la même. La culture du sound system, moi, de là où je suis, j'ai l'impression que il y en a de moins en moins en France. Bien sûr. Voilà. Mhm. Et est-ce que c'est la même chose à London? Est-ce que En fait, les trucs qui marchent en France, c'est les mêmes à Londres. C'est les sound systems qui marchent, c'est les sound systems stepper. C'est tous les trucs qui sont dub. Dub. Tous les Ok. trucs dub, tu vois, ça cartonne. Ah, ok. Channel Yeah, One, Jashaka. En France, t'as OBF, t'as tous ces mecs qui font des trucs Mais qui sont. En pas- France, il y a des l'autre DJ qui sonde. viennent en live faire des trucs Ouais, sur ouais. dub. Bien sûr. Bien sûr, Ok. il y a des artistes dub. il y a- Ok. Attends, c'est En quoi France, l'autre t'as son qui Junior Roy, cartonne qui est Mhm. un artiste Ouais. dub. Ok. Il peut faire du dancehall, mais son truc, c'est le C'est dub. le dub. Yeah, Ok. man. Mais il y a des mecs en France, la scène dub, elle est super. Il y a des sondes qui font des trucs bad. J'ai oublié l'autre nom de l'autre sonde. T'as OBF et ça, qui s'appelle comment? J'ai oublié. Oh, le dub, ça marche bien en France. Ça, en France, mais Ok. ça marche. Mais c'est vrai que le côté super son bien, tu système, vois. comme tu dis, Ouais. avec le côté son système hardcore, Ouais. Le dubplate, côté sound system, j'entends plus. DJ, etc. Ça, c'est Ça fini. marche pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Jamaïque, maintenant, ils essayent de créer une session. Il y a une session, t'as le boombox, mais t'as une session le jeudi aussi avec Ouais. des vétérans, des artistes Sure. vétérans, des Admiral Sure. Bailey, etc. qui passent. Donc, ils essayent de garder cet maintenir la esprit-là. culture. Ouais. De maintenir en Jamaïque. Ouais. Mais en dehors de la Jamaïque, tu vois, à Londres, les jeunes, ils écoutent. Ils tu sont vois, ils plus écoutent sur ça. très peu de. Ils écoutent un peu de dancehall toujours, Ouais. tu vois, mais ils écoutent du grime, du Ouais. drill, Ouais. tu vois, ils sont là-dessus, tu vois, Bien sûr. et du hip-hop américain, tu vois, mais Mhm. ils sont pas du tout du trap, etc. Mais Bien ils sont sûr. pas les trucs de dancehall maintenant. Il y a toujours des gens qui écoutent. Hein. Bien sûr, bien C'est sûr, bien toujours là, tu vois, des vibes, des mecs qui écoutent Cartel, Mais c'est etc. sous une autre forme. C'est Mais plus un sound diff- system. c'est pas voilà, c'est pas des gens qui sont simplement uniquement dans le reggae maintenant. Ouais. Avant nous, on était uniquement dans une musique. Ok. Je Eux vois. maintenant, ils sont plus là-dedans. Ils Ouais. sont dans des musiques différentes. En Ok. même temps, ils écoutent. Ok, je vois Donc très c'est bien. c'est plus du tout. Nous, on était spécialistes dans notre truc. Eux, ils sont plus là-dedans. Eux, ils écoutent un peu de tout, tu vois. Ok. Donc ça a changé, tu vois, culturellement, beaucoup, tu vois.
Ok. Et toujours cette culture jamaïcaine, c'est comme le milieu du rap. C'est au début, tu prends ce qui se passe aux États-Unis, tu essaies de le transposer en France, et bien sûr, il y a des trucs qui prennent et des trucs qui prennent pas. Bien sûr. Donc, dans la culture jamaïcaine, moi, un jour, j'étais avec MC Yannick, on discutait, et il m'expliquait ce qu'était le Sting. Ouais, le festival Sting. Voilà, il me disait... Un festival qui est organisé par Leng, qui est un ancien keuf. Ah ouais. Ah ok. ouais, enfin, un ancien keuf, Badman, il a déjà tué plein de ghetto youth. Leng. Oh putain, Bah, c'est lui qui organise le Sting. c'est incroyable. Ouais, Et il m'expliquait que tout, je sais plus si c'était à Noël ou en fin d'année. c'est fin d'année, ouais. C'est Voilà. Boxing Day, Et c'est il y le a jour des, après. et il y a des clashs. Bah, en fait, c'est toute l'année, tous ceux qui sont embrouillés pendant l'année, Voilà. ils règlent leur compte au À ce Sting. moment-là. Voilà. Donc du coup, il m'a expliqué ça. Je dis mais il m'a dit mais c'est sur YouTube. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai regardé, j'ai passé une soirée entière à regarder, j'ai kiffé. Bien sûr. D'ailleurs, j'adore Ninja Man, il était incroyable Ninja, là-dedans. c'était son truc. Mais c'est un truc ça qui a pas trop eu ici et je me jamais eu. souviens une fois, je sais qu'à l'époque Daddy Yod contre Daddy Nutty, Oui, la même année, voilà. Daddy Mori contre Général Lévy aussi. T'as fait contre Général Oui, Lévy. frère, au Diamant Noir. Tu te rappelles la boîte, le Ouais, Diamant bien sûr, Noir à bien la sûr, Défense? bien sûr. Il faisait bon, Raga Sonic, on est passé là-bas. Ok, Il y avait Raga Sonic et Général Lévy. ok. Voilà. À l'affiche. Donc nous, on a fait notre show. Général Lévy fait son show. Et à un moment donné, le présentateur, il nous rappelle sur scène pour faire le concours Ragamuffin qu'il faisait à l'époque. Ok. Dès qu'il y avait un artiste qui arrivait là-bas, il faisait concours Ragamuffin. Tu Ok. vois, mais ils appelaient ça comme ça. C'était leur délire. Ouais. Donc il rappelle Général Lévy, il rappelle Raga Sonic. Moi, j'arrive. Big Red me fait Maury, vas-y, c'est pour toi ça. Mhm. Lui, il reste dans les loges. Uh-huh. Donc je me retrouve tout seul sur scène avec Général Lévy. Uh-huh. Et donc j'ai déjà chanté tout mon répertoire Raga Ouais. Sonic. Donc là, il me reste que le répertoire son système que voilà. Mhm. Et dans mon répertoire son système, je vais pas te mentir, j'avais pas mal de lyrics où je refaisais le style de Général Lévy. Uh-huh. Mon son des Maoda. Voilà, je faisais ça. Donc je commence comme ça. Et là, Général Lévy me regarde méchamment. Il me regarde méchamment, il dit yo, you are pussy, yo, le gars là c'est un imposteur, c'est mon style. Donc je comprends en anglais que le mec il commence à m'insulter, t'as vu. Donc là le clash il part. Tu vois, là je me dis putain, je suis sur scène en train de clasher avec un gars que je kiffe, dont je suis fan, frère. Putain, truc de ouf. Donc Général Lévy fait voilà, on commence à sneaker lyricalement. Uh-huh. Et je le nique. Ah ouais, en plus. Je nique Général Lévy. Frère, j'ai tué Général Lévy au Diamant Noir. Et il peut te le dire. Incroyable. Quand j'ai fini de le tuer, il m'a dit ouais, toi là, faut qu'on fasse la revanche à Londres. J'ai fait oui, ok. On n'a jamais fait. Non, mais déjà, Yeah, ça man. veut dire qu'il il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu. C'est Et dingue, ça. paradoxalement, il a travaillé avec moi après, et moi j'ai enregistré, tu vois, l'album de General Levy, le premier, c'est moi qui je l'ai enregistré à Fashion, tu vois. Donc ça c'est bizarre, tu vois, parce que moi tous les trucs de General Levy, je les enregistrais, tu vois, avant que même je rencontre Maury, tu vois. C'est vrai. C'est Et ouf. on a c'est fini vrai. par bosser ensemble. C'est vrai. C'est marrant. Et Daddy Yod et Daddy Nutty, t'y étais? Bien sûr que j'y étais. C'était comment? Bien sûr que Parce j'y que étais. moi, je cherche des vidéos écoute, de ça, de trucs. Je veux. La vidéo, elle existe. Le VHS existe, mais c'est quelqu'un qui l'a, il veut pas la sortir. Oh. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Nous, on en veut fait, savoir. Écoute, c'était à l'espace des peupliers. Déjà, ça fait un mois que Nutty fait des sons à droite à gauche où il insulte Yod. Yod, pareil. Il fait pareil de son côté. Donc, à un moment donné, Nutty marchait avec Rude Lion et Ghetto Youth progresse. Yod marche avec Raga Dub Force. Donc Yod est répété chez Raga Dub Force et Nutty répété avec les autres. Et voilà, donc le truc se met en place. Ils organisent le clash, ils font le tract. Le soir du clash, frère, tu vois, la sécurité, elle était cagoulée, frère. Il y avait à l'entrée, il y avait un détecteur de métaux comme dans les aéroports. Toute la sécurité cagoulée. D'ailleurs, il y avait Samir Nasseri qui faisait la sécurité ce soir-là. C'est pas vrai? Oui, il était là, il était cagoulé, bien sûr. Mais non. Il faisait la sécurité dans les sons de système à cette époque. Mais non. Bien sûr, Taxi. bien sûr. Incroyable. D'ailleurs, big up à lui. Big up, Samy. C'était un super pote à Kemar. Ok. Et donc, toute la sécurité cagoulée, t'as pas envie de faire le con dans la salle, t'as vu. Et donc, le clash commence. Il y avait une première partie de clash, c'était Azrock, paix à son âme, contre Lézard MC. Ok. Donc, Azrock, il a mangé Lézard MC. Ok. Voilà, il l'a mangé. Toi, t'es un lézard, moi, je suis un dinosaure. Il l'a tué. Il l'a tué. Il l'a super Azrock tué. était chaud. Ouais, il l'a tué. Enfin, ouais, je vais prendre ta peau, je vais en faire un sac à main pour ma meuf.
sais, Azrock, faut pas clasher avec lui. Attention, Il est relou. attention. Il est relou. Donc paix à après son âme. le clash passe son âme. Et le clash arrive, Daddy Naughty, Daddy Yod. Mhm. Donc Daddy Yod, il arrive, c'est lui qui prend le micro en premier. Ouais, moi je suis Daddy Yod. Je suis un big artiste, j'ai des hits, je vais commencer par mon premier hit. Non, faut pas faire ça, t'as appelé là, doudou. Ok, c'est un clash. Bon, les gens, attends, il se fait pas bout, mais Ouais, mais. on attend le clash quand même, t'as Ouais, vu? bien sûr. Après, il fait, ouais, là, moi, je vais faire mon deuxième hit. Delbord. Delbord. Mais c'est Daddy Naughty qui fout le Delbord. Ok, t'as placé Daddy Naughty dans ton Delbord, ouais, mais on veut des couplets. Pas de couplets. Naughty prend le micro et fait, hey, Massive. Yod, il rigole. Read him. La carrière de Daddy Yod avec ma voix courte et c'est toxique, je viens pour l'exterminer. Il l'a. T'as vu, je me souviens du lyrics par cœur. C'est ouf, ouais. Il a tué Daddy Yod ce soir-là. Que des couplets de 16, super clairs. Tu comprends chaque mot. Il a tué Yod. Il a tué Yod. Il a tué était Yod. venu pour ça, Après préparé ce pour ça. clash, Yod a sombré. Après, il nous a sorti un truc. Le macaque il avait un single. Dans la jungle, je ne suis pas un macaque. Ouais. On rigolait tous sur ça. On a fait, ouais, bah, il est vraiment mort, le mec. Ouais, là, Et je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Il l'a tué. Ok. C'était un bad clash. Parce que Bad clash. moi, je me souviens, mais j'étais trop jeune, mais je voyais les trucs passer, je voyais des interviews dans des fanzines. Je sentais le truc monter, je disais, je vais trop aller là-bas. Bon, Ah ouais. mes parents m'ont coincé. Ah ouais. Moi, J'ai non. pas pu. Mais Moi, j'étais mineur. Enfin, je devais avoir, 17, 18, non, j'avais, 19 ans. J'étais déjà dans la street, j'ai fait, non, ça, je vais pas rater ça. Je vais pas rater ça. Ah ouais. Non, c'était bad. Mais voilà, mais du coup, j'ai toujours cherché quelqu'un qui y était ou une Bien sûr, vidéo bien sûr. et Bah, la vidéo, rien, elle quoi. existe, hein, comme je t'ai dit, mais Ok. la personne ne veut pas la sortir encore. Voilà. Bon, peut-être un jour. Un jour, si Dieu veut. Très S'il bien. veut. Très bien. On approche de la fin de cet entretien. Yeah, man. Et ici, on laisse jamais nos invités partir sans cadeau. Donc, j'ai des cadeaux pour vous. Ah ouais? Voilà. Wow. Et le but, c'est que vous ouvriez les cadeaux et que vous expliquiez aux auditeurs ce qu'il y a dedans. Ok. Ok? Pas de souci. Donc, je vais vous donner ça. Putain, driver. Tu mets les gens bien dans ton émission. Ah, regarde. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah ouais, paquet de cadeaux et tout, la totale. Mais ouf. Ah ouais, driver, t'es un bon. Ah, merci. Ah, Voilà. Bon, vas-y. Waouh. Bah, moi, c'est un livre sur la Jamaïque. Ah, driver, il me connaît par cœur. Parce que driver, il sait très bien que moi, j'aime la culture jamaïcaine plus que le reggae. Yeah, Bad. man. Ah ouais. Les gangs de la Jamaïque. Ah, super. Ouais, bah non, t'es un bon. Hey, driver. Ah, bad. Voilà, les gars. Non, merci. Ah, bah, si, merci, hein. franchement. De rien. Le bouquin Merci. s'appelle Jamaica, Cité de la musique, Philharmonie de Paris, la découverte. Tout sur la culture jamaïcaine. Ouais. Et franchement, celui-là, il top. s'appelle Les Au gangs top. de Jamaïque. Au top. Ah ouais, ça a l'air bad. Voilà. J'avais bien, lu un man. truc d'une fille qui s'appelait Laurie Guns aussi. Elle avait fait un truc sur les gangs. C'était bad. Yeah, man. Ah, Tu ouais, vois, en bad. parlant de Ah, bah, culture- super, hein. Super, merci. De rien, les gars. En parlant de culture, sache, Maury, qu'il y a plein de choses sur le rastafarisme et tout que j'ai appris à travers tes morceaux, Merci, frère. à travers aussi des conversations avec des gars. Moi, je Yeah, pense à man. un mec comme Jamadom, Bien sûr, bien qui sûr. m'a expliqué beaucoup de Bien choses. sûr, bien Olivier, Manage, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Mais tu vois, des trucs, des termes comme Bobo Dread, Yeah, les Bobo Dread. comme les Dans orthodoxes, les Rastas, t'as Bingy Man, plusieurs, tout ça. Voilà, T'as moi, les, Tiens, t'as les, moi, j'ai appris ça. moi, j'ai des chez autocollants Rasta. aussi, tiens. merci. Tiens. Donc, je te disais, T'en as, driver. Maureen? Ouais. Chez Rasta, t'as plusieurs branches. T'as la branche, Explique-nous ici. t'as la branche des 12 tribus d'Israël, Mhm, t'as les Naya Bingi, mhm. t'as les Bobo Merci. Dread, et t'as les orthodoxes. Voilà. Voilà. Moi, Donc, tous en ces fait, les- termes-là, je les ai appris en écoutant tes En morceaux. fait, les Rastas, ce sont des chrétiens orthodoxes. Ok, Voilà, tout simplement. tout simplement. C'est les chrétiens orthodoxes. Mhm. Voilà. La vraie chrétienté d'Éthiopie, quoi. La vraie de vraie, pas la fausse du Vatican, là. Ouais. Pas les menteurs, les voleurs là-bas, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est cool, en tout cas. Yeah, man. Si là, c'est un bobo. C'est Bobo ça Dread. Voilà. Yeah, man. Bob Marley, il était de la 12 tribus d'Israël. Ok. Ouais. Et les Bingy Les Bingy Man, c'est ceux qui jouent le kete drum, Ok. qui font le Naya Bingy. Mhm. Voilà, c'est ceux qui tapent au tambour. Ah, tout ça, c'est Yeah, man. ton morceau One Love. Yeah, my one love, c'est... Tu vois, you know. pour un mec qui t'appelle, Yeah, man. tout t'expliquer dedans. Tu connais déjà. C'était important. Merci, mon frère.
En tout cas, merci à toi, Frenchy. Merci à toi, Maury. Merci à toi, surtout. Voilà. Merci de nous avoir donné la parole parce que t'as vu, c'est important que les choses soient dites. Normal, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu ici, c'est important, c'est la culture. Et moi, Raga Sonic, c'est une vraie partie de ma vie, donc je suis content d'avoir fait ce passage. Voilà. Voilà. D'ailleurs, dernière question. Il y a des trucs que j'ai besoin de savoir. Et sur toute ta partie solo, là, il y a un moment en intro, tu disais tout le temps une phrase en patois. Winakom Yasso Fiplay. Voilà, c'est quoi? Non, explique, traduit. Winakom Yasso Fiplay, ça. On ne vient pas ici pour jouer. Tout simplement. Merci, il fallait que je sache. Yeah, man. Merci. Merci à toi. Sur ce, on se quitte. À la prochaine. Super. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.